Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nouvelle matinée, nouvelle émission et nouvelles pépites à découvrir, nouvelles histoires à raconter, nouveaux parcours. Je vous rappelle que cette émission, Les Matins d'Aïssa, accueille tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, les talents d'Afrique et de la diaspora. On parle littérature, on parle musique, on reçoit ces personnes qui œuvrent en diaspora pour faire briller et résonner l'Afrique. Nous accueillerons aujourd'hui trois personnalités avec notamment tout à l'heure Gwenola Montero. De ses débuts en tant qu'équipière dans un célèbre fast-food, elle est devenue en l'espace de 20 ans une multi-entrepreneur visionnaire au service de l'excellence et de l'entrepreneuriat en France, et elle œuvre dans le domaine de la formation à travers différentes sociétés et Weno Holding. Donc, elle viendra nous raconter son histoire tout à l'heure. On parle dans un instant littérature avec Bilguissa Diallo, qui est de passage à Paris dans le cadre de la promotion de son deuxième roman, troisième ouvrage. Elle vient nous présenter Transhumance, paru aux éditions Élisard. On parle de tout ça avec elle dans un petit instant. Petite pause musicale en attendant d'accueillir notre première invité avec Abel Maxwell, qui était notre invité en début de semaine. Il nous offre le titre Djadja et on se retrouve juste après avec notre invité. Les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y avec notre première invitée de cette dernière de la semaine. Nous accueillons Bilguissa Diallo avec beaucoup de plaisir. Elle est de passage à Paris dans le cadre de la promotion de son actualité. Son actualité, c'est son deuxième roman, c'est Transhumance, un roman publié aux éditions Élisard. Nous allons en parler avec elle. Alors, elle est autrice, elle est journaliste, elle est écrivaine et elle a publié son nouveau livre, donc deuxième roman, Transhumance. Alors, en Guinée, juste pour vous mettre dans le contexte, Guinée, en septembre 2009, 5 amis se rendent au stade pour manifester en faveur de la démocratie. Adama a motivé la petite troupe, dont sa voisine Awa et la belle Dalanda. Mais le rassemblement joyeux tourne au drame. Coups de feu, violence, viol. Après le choc, il faudra reprendre le fil de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour son pays? Faut-il rester ou s'exiler? Et lorsqu'on part, comment trouver sa place, renouer avec l'ambition, construire des relations amoureuses entre Paris, Conakry et Dakar à partir d'un fait historique? Bilguissa Diallo retrace à travers ce roman les parcours croisés de ces jeunes à la recherche de leur destin propre, des trajectoires humaines, d'espoir et de courage dans les soubresauts de la lutte pour la justice et la liberté. Tout un programme, un livre haletant que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Bilguissa Diallo, merci de nous rejoindre. Comment ça va? Merci de m'accueillir, ça va plutôt bien. Alors, très heureuse que tu sois là avec nous pour nous parler de Transhumance, qui relate un fait qui a marqué la Guinée, donc le massacre du stade de Conakry en 2009. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir décidé de partir de ce fait historique pour raconter ces histoires entremêlées? C'est un roman polyphonique. Alors, raconte-nous un petit peu pourquoi c'est important pour toi de revenir sur ce drame. Alors en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été habité par l'histoire. Je suis la fille d'un dissident politique, de quelqu'un qui a quitté la Guinée à l'époque de Sékou Touré et qui s'est opposé pendant très très longtemps, jusqu'à la fin en fait. Et donc, je suis quelqu'un qui est traversé comme ça par des thèmes qui sont historiques. Et du coup, depuis très jeune, je me suis toujours intéressée à l'impact de l'histoire sur les vies. Comment la grande histoire a un impact sur les petites histoires Ouais. et sur les thématiques de l'exil. Et effectivement, quand le drame du stade du 28 septembre est arrivé en 2009, bon, j'étais à Paris, mais étant guinéenne, forcément, j'ai été touchée par cet événement, choquée, même si ça n'a pas touché directement des membres de ma famille. C'est quand même voilà, mon pays d'origine, donc c'est quelque chose qui m'a secouée. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a toujours abordé de manière, on va dire, journalistique. C'est-à-dire, voilà, on compte les morts, on dit il y a 150 morts, tant de femmes violées, tant de blessés. Évidemment, il y a la thématique de la justice qui a duré jusqu'à récemment, puisque le procès a eu lieu l'année dernière. Ouais, Mais
quelque part, on a peu parlé de ces gens sur le plan humain. On a peu parlé de l'impact de cet événement sur des vraies vies. Enfin, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent les gens qui ont survécu à ça? Euh, comment ça A implose dans impacté. une société? Ouais. Qu'est-ce que ça fait aux gens? Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Et moi, c'est cette dimension intime qui m'intéressait. Parce que ça rejaillit sur toutes ces petites histoires rejaillissent sur la configuration d'un pays. Et puis quelque part, ça a des effets aussi sur à l'international, parce que quand on part, il y a le pays d'accueil, il y a le pays d'adoption. Ça change beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai voulu m'intéresser à tous ces parcours et à toutes les possibilités que ça ouvre et à toutes les voies que ça ferme aussi. Parce qu'effectivement, un drame, ça provoque pas que des possibilités, c'est même l'inverse. Il y a des gens Alors, pour qui ça s'arrête. alors justement, cette date symbolique, cette date que tous les Guinéens retiennent, en fait, qui a fait beaucoup de dégâts, tu l'as dit, des morts, beaucoup de personnes traumatisées, des personnes violées. Et c'est aussi l'histoire dans l'histoire, puisque c'est une date symbolique et tu démarres avec cela dans le livre pour faire un rappel de l'histoire. Euh, Ce 28 septembre sera un tournant pour le pays. D'ailleurs, la date est symbolique, c'est celle du référendum qui a vu le peuple dire non au projet de communauté franco-africain porté par le général de Gaulle à l'été 1958. C'était important également de rappeler la résonance et l'écho de cette date symbolique dans l'ouvrage Wilguissa. Bah oui, effectivement, parce qu'en fait, la Guinée représente beaucoup à l'international. La Guinée, c'est le premier pays d'Afrique francophone qui est sorti du système de la colonisation. Donc, c'est quelque chose de fort et d'important. Et d'ailleurs, la figure de Sékou Touré est vraiment capitale pour beaucoup de gens. Ouais. Effectivement, malheureusement, pour la Guinée, ça a un peu tourné au vinaigre après. Je ne vais pas revenir dessus. Ça fait partie de mes thématiques de prédilection aussi. Mais donc, il y a une résonance entre l'espoir qu'a suscité le 28 septembre 58, Ouais. les rêves que ça a suscité pour tous les Africains, et puis cette résonance avec le stade qui porte le même nom, c'est le stade du 28 septembre. Ouais. Et le 28 septembre 2009, il se passe ce drame. Donc, c'est une espèce de parallélisme triple entre à chaque fois des espoirs et derrière du sang, des larmes, des drames. Voilà, donc c'est un peu les soubresauts, les difficultés de l'histoire guinéenne, quelque part, qui sont symbolisées par cette date, par ce stade. Euh, voilà, donc c'était important de poser le contexte parce que effectivement, ce livre s'adresse aux Guinéens, s'adresse à toute personne qui lit, en fait, au final. Et tout le monde ne connaît pas l'histoire guinéenne. Donc, il faut poser le décor pour qu'on puisse comprendre, en fait. Oui, puisque ce truculent personnage d'Addis Camara avait fait rire, les vidéos YouTube étaient partagées partout à travers le monde. Alors, c'est vrai que c'est un personnage atypique Mhm. d'Addis Camara. Alors, justement, comment, en tant que Guinéenne vivant à l'extérieur, comment tu as vécu ces moments où tout le monde se moquait de lui à travers la planète? C'est assez pathétique. Alors, on alterne entre le rire parce que les vidéos étaient, comme tu dis, truculentes. Mais au final, on n'a pas envie que son pays soit l'objet comme ça de moqueries. Moi, je pense qu'on mérite mieux en Guinée. Il y a des tas de talents en Guinée. Il y a des tas de gens extrêmement intelligents, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est assez triste que quand on entend parler de la Guinée à l'étranger, ce soit pour soit des drames ou des procès qui finissent de manière compliquée. On parle du procès du 28 septembre qui voit les gens être condamnés après 17 ans et puis au final, on, on dédouane le responsable principal. Voilà. Donc je trouve ça plus triste qu'autre chose, même si sur le moment c'est drôle, on voit ça, on a envie de rire, mais est-ce que vraiment c'est drôle? Ça ne l'est pas, parce que ça coûte cher. Et il y a des gens qui en payent le prix de la possibilité qu'une personne comme ça prenne le pouvoir, ça donne des drames. On le voit aujourd'hui même aux États-Unis. Je suis aux Ouais, États-Unis aujourd'hui. ouais. On a quand même un personnage particulier aussi au pouvoir aux États-Unis. Ça a un impact en Iran, ça a un impact. Enfin, c'est pas des blagues la politique. C'est pas. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des destins qui en dépendent. Donc oui,
on fait de l'ironie, on fait de l'humour. Et moi, ça m'avait fait sourire à l'époque, mais au final, c'est pas drôle, c'est triste en fait. Alors, le titre transhumance évoque le mouvement, le déplacement. Comment ce concept se manifeste-t-il à travers les parcours de vos personnages et les lieux, donc, puisque l'histoire se déroule entre Paris, Conakry, Dakar. Euh, comment en fait, cette thématique de la transhumance résonne-t-elle dans le livre? Mais en fait, c'est un titre qui s'est imposé à la fin, parce qu'au final, c'est une thématique qui émaille tout le roman. Parce que, comme je parlais de l'impact de l'histoire depuis le début, en fait, cette grande histoire, elle provoque des déplacements de population. Et Ouais. la transhumance, c'est le déplacement des troupeaux pour trouver un pâturage qui est plus vert. En gros, aller paître là où l'herbe est plus verte. Donc la transhumance, c'est un clin d'œil déjà à la communauté Peul, qui à la base est une communauté nomade, même si en Guinée, elle est sédentarisée depuis le XVIIIe siècle, mais à la Ouais. base, c'est un peuple nomade. Donc il y avait déjà ce petit clin d'œil, parce que toute une partie des personnages du roman sont Peuls. Mais surtout, au-delà de cette dimension ethnique, qui est finalement, c'est un détail, ça aurait pu arriver à d'autres de toute façon. C'est aussi l'idée du déplacement. Donc cette histoire provoque le déplacement de certains personnages, notamment l'un des personnages principaux qui, après le drame, part au Sénégal. Adama. Voilà, Adama, exactement. Il y a aussi le fait qu'une partie de sa famille vive en France, parce que ils sont partis bien plus tôt, donc à l'époque du Premier Régime. Donc ces différents degrés d'exil, en fait, sont des transhumances, parce qu'à chaque fois, ce sont des gens qui cherchent à trouver l'endroit où ils pourront s'installer pour pouvoir vivre mieux, pour avoir des espoirs, etc. Alors qu'en fait, tous ces gens, à la base, ils aimeraient bien être chez eux et ne pas avoir à bouger, parce qu'en fait, Ouais, à la base, ils aiment leur pays. parce qu'en fait, avec son ami, ils sont venus faire leurs études en France Mhm. et ils sont retournés en Guinée dans le but d'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice et construire le pays, finalement. Exactement. On parle souvent, surtout ici en France, on parle beaucoup de l'émigration africaine comme d'espèce d'appel d'air où les gens viennent pour profiter ou je ne sais quoi. Non, les gens, quand on quitte pas son chez-soi de gaieté de cœur. Quand on a tout son réseau familial, on ne le quitte pas comme ça, on le quitte parce que ça marche pas. Et effectivement, dans cet ensemble de gens qui quittent leur pays, il y a des gens qui le quittent pour mieux y retourner. Et c'est le cas d'Adama et Sadou, qui, eux, viennent faire leurs études en France, auraient pu, comme plein de gens, trouver un travail en France, etc. Mais en fait, ils n'en avaient pas envie. Quand ils regardent leur pays, ils voient des potentialités, ils voient tout ce qu'on peut y faire, et ils ont envie de construire ça. Et bon, c'est des jeunes, donc ils ont aussi leurs idéaux. Alors ok, il y a le passé, il y a l'histoire, mais il y a l'avenir. Et donc eux, ils se vivent comme des gens qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Ce qui permet aussi d'évoquer la fuite des cerveaux qui, du coup, qui ne profitent pas à l'Afrique, hein, parce qu'on le voit un petit peu partout dans les diasporas, tous ces talents, tous ces intellectuels, toutes ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays. C'est aussi, ça résonne aussi dans ton histoire, parce tu le disais tout à l'heure, tu es né en France de parents guinéens Mhm. qui sont partis, qui sont exilés, en fait. Et comment, justement, cette double culture et cette histoire familiale ont influencé ton parcours et ta vision du monde? Ah bah c'est central, c'est complètement central, c'est même la raison d'être de tout ça en fait. Moi je suis l'enfant de gens qui aiment énormément leur pays, mais l'histoire a fait que ils ont dû passer, on va dire, les 2 tiers de leur vie en exil, et c'était pas tout ça, c'est pas le produit de choix, c'est le produit de conséquences historiques, et puis c'est le produit de leur lutte aussi. Effectivement, c'est des gens qui n'acceptaient pas la fatalité, qui ne se sont pas dit oh bah voilà, il y a un chef et il faut dire oui quoi qu'il arrive. Non, mon père, lui, il avait aussi des rêves pour la Guinée, et ce qu'il voyait dans les années 60 ne lui allait pas. Donc il a protesté, etc. Et ça a eu un impact sur ma famille. Et effectivement, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas payé le prix le plus lourd, parce qu'on est vivant. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Si l'histoire s'était passée de manière logique, je devrais même pas être là, en fait, en train de parler, quelque part. Mais bon, voilà, cette double culture, cette histoire-là a fait que moi, je suis un produit de la diaspora. Mhm. Et comme disait feu mon père, je suis 100% guinéenne et 100% française. C'est mathématiquement incorrect,
mais c'est un fait. C'est-à-dire que j'ai passé tout l'essentiel de ma vie ici en France, donc ça fait de moi une Française, de fait, parce que j'étais à l'école ici, mon accent le trahit, voilà, hein, je suis une francilienne, et le gros de ce que je connais est quand même très français. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui est éminemment imprégné de Guinée. Et chez moi, c'était le carrefour de la diaspora guinéenne dans les années 70 et 80. Mon père connaissait énormément de gens, beaucoup, beaucoup de militants, mais pas que, qui sont des Guinéens qui rêvaient de pouvoir y retourner et qui techniquement ne pouvaient Ouais, pas. Et ouais. on commençait à pouvoir faire ça à partir de 1984, comme ça a été le cas de mes parents aussi. Et donc oui, on est imprégné par la nourriture, par la langue, par des tas de choses. Et puis il y a le lien familial. Moi, je suis très proche de la famille qui est restée au pays, des cousins, etc. Donc je me sens complètement concernée, même si je ne suis pas l'équivalent de mes cousins qui ont fait 100% de leur vie là-bas. Mais je me sens appartenir à cet espace-là aussi, même si j'y vais peu. Alors, les personnages sont jeunes, ils sont en quête de leur destin propre. Alors, comment as-tu construit ces figures et qu'est-ce que tu as souhaité exprimer à travers leurs expériences? Bah, en fait, ces figures, elles devaient aussi être le symbole de ce qui est arrivé, parce que je m'attaque quand même à quelque chose, c'est de la fiction certes, mais je m'attaque à un événement qui est arrivé dans la vraie vie. Donc je pouvais pas décemment traiter ces personnages complètement à 100%. Fallait pas qu'ils soient que le produit de mon imagination, il fallait qu'il leur arrive des choses qui résonnent avec ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu t'es documenté ou tu t'es Voilà. basé sur des histoires Alors, je me suis pas basée sur des histoires vraies, au sens où je n'ai pas été rencontrer directement des gens ou interviewer directement des gens à qui c'est arrivé. Ouais. Mais ces gens-là ont parlé beaucoup à des ONG et à des journalistes. Il y a eu pas mal de travail d'associations comme la VIPA. Voilà, il y a des ONG internationales et guinéennes qui ont fait un travail assez impressionnant sur tout ça. Donc, ça laisse des écrits que j'ai été Ouais, lire. d'accord. Donc, ça m'a permis de lire ce qui est arrivé à plein de gens. Et en fait, une fois qu'on lit ça, après on le laisse reposer. Et puis on se dit, ok, donc moi j'ai envie de parler de quelqu'un pour qui ça se passe très mal et qui meurt. J'ai envie de parler de quelqu'un pour qui j'ai envie de parler des femmes qui ont été violées. J'ai envie de parler des femmes qui ont vu leurs copines se faire violer. J'ai envie de parler de gens qui ont des projets pour le pays. Donc là, c'est le cas du personnage principal, Adama, Ouais. qui sont des militants, qui ont un esprit très articulé, qui ont des ambitions, mais qui ne sont pas des ambitions que personnelles. J'ai envie de parler aussi des gens qui se sont laissés emporter par la vague, essayent juste de survivre. Ça, c'est le cas de Lamine, un des personnages, qui n'est pas spécialement militant au début, mais c'est le copain d'un militant, donc il est là, mais il ne sait Par pas la trop force pourquoi il des est là, par la choses. force des choses. Et lui aussi, il subit tout ça. Et il essaye juste de se tenir à flot. J'ai envie de parler des familles de tous ces gens-là. Il y a ceux qui vaquaient à leurs occupations ce jour-là, mais qui avaient des frères et des sœurs qui étaient au stade ce jour-là. J'ai envie de parler de ceux qui sont à l'étranger et qui ont des cousins à qui c'est arrivé. Qui regardent ça de leur télé assis à Paris et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et j'avais aussi envie de parler évidemment, puisque ça c'est euh, plus non pas mon parcours, mais le parcours de gens qui me sont proches, des jeunes franco-guinéens, guinéo-français, on le dit dans le sens qu'on veut, euh, qui cherchent leur place aussi en France, en Guinée, ils savent pas trop, et qui voient ça de loin, voilà, qui s'intéressent ou pas à l'histoire, mais tout ça, ça a un impact dans leur vie aussi. Donc c'est un peu tout ce mélange-là qui a fait que j'ai construit cette galerie de personnages, parce que c'est vrai qu'en littérature française, souvent, on a l'habitude de se focaliser sur des microcosmes très petits. Ouais. Or, nos familles sont, je vais pas dire tentaculaires, mais on vit de manière un peu plus communautaire. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, si je parle que d'une personne, bon, c'est bien, mais ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Donc Et les là, j'ai identités, plutôt envie de parler elles sont d'un village, en hybrides. fait. Voilà. Parce qu'à situation équivalente, il y a plein de réactions possibles. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y a juste des gens qui essayent de tracer leur chemin. Et donc, c'est pour ça que c'est un roman choral. C'est pour ça que je crois que j'aurais beaucoup de mal, moi, à parler d'une seule personne et d'en faire une héroïne, etc. J'ai envie de parler de plein de situations qui sont générées par un événement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire là. Alors justement, les conséquences sur ces femmes qui ont été violées, parce qu'il y en a eu énormément, ça passe par le personnage de Dalanda, un personnage vraiment touchant. Et justement,
Ce qui est touchant, c'est le regard de ses proches, de sa famille, la manière dont elle réussit, enfin, réussit ou ne réussit pas à surmonter ce trauma, Mmh. après, ces viols. C'était important également, de parler, de ces femmes et surtout du regard de la société, sur, le viol, sachant, quand même qu'en Guinée, il y a un poids, assez lourd des traditions, de la religion et que, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça de manière, très compliquée et qui aujourd'hui ont peut-être toujours des traumatismes. C'est ça, je pense que dans les sociétés musulmanes, dans la société peul entre autres, et guinéenne, il y a le poids de la pudeur aussi et donc quand on s'attaque, au viol, c'est pas anodin. Le viol est utilisé, comme une arme de guerre dans plein de territoires. C'est le cas au Congo, c'est le cas dans plein de territoires et quand on fait ça, on veut détruire les gens de l'intérieur. On veut les détruire durablement. C'est presque pire que de les tuer. Mmh. C'est presque c'est jeter l'opprobre sur eux, c'est, toucher leur descendance, parfois, parce qu'il peut y avoir des enfants alors j'ai pas traité de ça, mais il peut y avoir des enfants issus de ces viols-là, et c'est toucher une sphère qui est censée être la sphère de la vie, la sphère de la procréation, heu et donc vous blessez à répétition et durablement les gens. Donc oui, j'avais envie d'aborder ça et puis, après, ça c'est beaucoup le fruit de mon imagination, mais je pense qu'il y a des manières différentes de réagir à ça. Mais quoi qu'il arrive, personne ne peut sortir indemne d'un truc pareil et il peut y avoir une réaction de mise à l'écart de la part de l'entourage parce qu'en fait, c'est tellement horrible quand on y pense que, De même presque de la famille, ouais, de la famille presque parce que, comme ça jette le déshonneur un peu sur les gens, c'est plus facile d'écarter la personne à qui c'est arrivé que de traiter et de faire face à ce truc qui est monstrueux. Donc oui, elle subit ce regard de la société et puis là, pour le coup, j'avais aussi envie d'aborder le côté où, le poids du candidaton est important mmh partout et donc notamment en et Guinée. beaucoup dans nos Voilà, sociétés. exactement. Au Sénégal, c'est pareil. Donc on regarde les gens, il y a ce qu'ils étaient avant, il y a ce qu'ils deviennent après, et puis, parfois, il y a cette espèce d'envie de piquer en disant, «Est-ce qu'elle l'aurait pas un peu cherché?» Il y a ce voilà, donc j'avais envie de oui, de traiter ça parce que, bah, ces femmes-là, elles se sont retrouvées avec ça à gérer, en fait. Elles sont parties un matin en se disant, «Je vais, m'exprimer, je vais, lutter pour, l'avènement de la démocratie en Guinée», puis elles se retrouvent avec un truc que personne ne devrait avoir à gérer dans sa vie. Donc je l'ai traité avec ce que mon imagination permettait de traiter et avec ce que j'ai lu. Maintenant, voilà, je peux pas me substituer aux gens à qui c'est arrivé. Puis je pense aussi que quand on fait face à quelque chose d'aussi horrible, bah, c'est tellement dur de survivre qu'on a absolument pas envie de parler. Donc quelque part, il faut prendre un pas de recul et il faut des gens pour essayer de dire ça, même si, ça sera jamais dit comme quelqu'un qui l'a vécu. Et je me félicite d'avoir la chance de ne pas avoir traversé ce genre d'expérience, mais malheureusement, des gens ont vécu ça et ça peut ressembler à ce que j'ai imaginé, je pense. Alors, en tout cas, ce qui ressort, de l'ouvrage, c'est quand même, cette notion de résilience, de tous les personnages, tenir le coup malgré tout, continuer, de vivre. C'est important également qu'il y ait, cet aspect, de résilience dans le livre, Bilguissa Diallo? Oui, parce que, notamment dans un pays comme la Guinée où l'histoire est quand même assez particulière depuis près de 70 ans, bah, les gens sont debout quand même. Alors dans quel état, ça dépend des histoires, mais malgré des choses compliquées qui sont arrivées depuis 70 ans, les gens sont debout. Hem, donc oui, il faut parler de ça parce que c'est quand même une force. On n'arrive pas indemne, ça provoque des réactions, peut-être que certains sombrent dans la folie, peut-être que certains ont des sortes de troubles post-traumatiques, certains s'en vont, c'est une solution pour eux, d'autres se reconstruisent comme ils peuvent, d'autres luttent, d'autres se cachent, d'autres se taisent, d'autres hurlent, enfin, il y a plein de réactions possibles. Mais pour ceux qui survivent, et ils sont quand même malgré tout assez nombreux, heureusement, parce que ça, voilà, il y a quand même un pays qui est là. Bah ouais,
fallait parler de cette résilience parce qu'au quotidien, c'est grâce à cette résilience qu'ils sont encore là. Mais tout en disant ça, il ne faut pas négliger l'impact des mots MAUX Ouais. et des blessures de ces gens et de leurs familles. Et c'est comme une vague, ça va. Et des transmissions Et des transmissions, intergénérationnelles. exactement, voilà, exactement, de ce que ça provoque à plus ou moins, à petit, moyen ou long terme. Donc non, c'est pas anodin. Moi, je suis assise là à parler de toutes ces choses-là. Je suis la fille de quelqu'un qui est né il y a 103 ans maintenant. Mon père aurait eu 103 ans s'il vivait encore. Et quelque part, je parle de choses qui sont des produits de ces luttes aussi. Donc ça a des impacts lointains. Ouais, parce qu'en fait, tu as grandi un petit peu dans ce ferment où tu entendais parler de résistance, tu entendais parler de... Depuis que je suis né, aussi longtemps, enfin aussi loin que je me souviens. Voilà, j'entends parler de politique et d'histoire depuis ma plus tendre enfance. Alors, de manière pas traumatique, hein, de manière dans l'action. Ouais. Je suis la fille de gens qui sont dans l'action. Mais ça a eu un prix. Il y a des gens qui ont... Voilà, moi, j'ai croisé dans ma vie les enfants de gens, par exemple, qui ont été pendus au pont de Tombeau en 1970. Les enfants de gens qui ont perdu leur père au camp Boireau, qui n'ont pas grandi avec. Donc, ça transforme quelqu'un. Quels sont les retours des lecteurs, des personnes qui ont découvert, qui ont lu Transhumance? Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, je suis assez contente parce qu'il y a deux types de lecteurs. Il y a les lecteurs, on va dire, franco-français qui ne connaissent pas cette histoire et donc qui sont touchés parce que ça leur ouvre un... En fait, ce qui est intéressant avec la fiction, et contrairement à l'essai historique, parce que j'ai aussi fait ça, l'essai historique, ça va concerner des gens qui sont passionnés d'histoire, des étudiants, des professeurs, Ouais, des journalistes. ouais, Donc, ouais. ça va être vraiment quelque chose de niche qui va toucher des gens qui savent déjà que tel événement existe et qui s'y intéressent. C'est bien, mais c'est un truc de spécialiste. La fiction, ça permet d'amener des histoires, quelles qu'elles soient politiques ou pas, à tout un chacun. C'est le particulier qui accède à l'universel. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de mettre l'accent sur les vies, nos vies, au pluriel, à tous, à ceux qui sont ici, à ceux qui sont là-bas, et de dire à des gens qui peuvent être de n'importe où sur la planète, bah, il se passe des choses comme ça, et c'est aussi intéressant que ce qui se passe à New York ou dans le 6e arrondissement de Paris. C'est pas moins, c'est pas mieux, c'est juste autre chose, et il faut que ça soit dit. Et donc oui, c'était un petit peu ça le but. Et donc aujourd'hui, j'ai des retours de gens qui donc, ne connaissent rien à la Guinée, et ça les interpelle, et ça les intéresse. Et peut-être que, j'espère, que l'effet d'un livre comme ça va être de créer des ponts. Et de peut-être regarder le gars là, qui est boulanger en bas de chez toi, et avec qui tu as discuté, et qui est peut-être d'origine guinéenne, et peut-être il lui est arrivé un truc comme ça, ou peut-être il a des gens... Tu as une idée sur son parcours, sur pourquoi il est en France. Il n'est pas en France juste comme ça parce qu'il a envie d'avoir la sécu, ce qui est ridicule d'ailleurs. On ne traverse pas la planète pour avoir la sécu. Mais ce gars-là, que peut-être en tant que Français blanc, on va regarder comme, alors selon son degré d'empathie, le mec qui vient, qui est gentil, et qui travaille, mais dont on ne connaît pas la vie, bah là on va le regarder autrement, on va se dire, waouh, il a peut-être traversé un truc comme ça. Ou celui qui pense à l'inverse, ah, on vient manger le pain des Français, ou je ne sais quoi. Si par un hasard incroyable, il tombe sur un livre comme ça, bah, peut-être qu'il va se dire, ah, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et après, il y a le retour des Guinéens d'ici Ouais. et des Guinéens de là-bas, qui est touchant parce que bah, moi, j'avais quand même, je me disais, j'espère que j'ai fait ça bien quand même. J'espère que, voilà, que mon imagination n'a pas trahi l'histoire des gens à qui c'est arrivé. Et j'ai l'impression des premiers retours que c'est plutôt positif et que les gens sont touchés parce que ça parle de choses et d'endroits qu'ils connaissent, et ça en parle de manière fidèle. Ça pourrait faire l'objet d'un film. C'est vrai que quand on lit le roman, on imagine bien les personnages et puis on se dit, ça pourrait être un film. Tu y as pensé? Alors, en fait, c'est pas que j'y ai pensé, c'est que ma manière d'écrire, en fait, moi, il y a des écrivains qui écrivent vraiment avec l'amour des mots. Moi, c'est pas que j'ai pas l'amour des mots, évidemment, que Avec si. les images? Mais voilà, l'image est hyper importante pour moi. Et en fait, moi, avant les mots, il y a l'histoire. Ouais. Parce que, encore une fois, ce père, il est un peu omniprésent chez moi. Il se racontait beaucoup.
Et c'était la parole, c'était pas l'écrit, c'était la parole. Et donc, c'était la force des histoires et du jeu, parce que c'était quelqu'un qui, quand il racontait, incarnait comme on fait, comme les griots font. Ouais. Et ça a une force chez nous, le mot. Avant même le mot écrit, le mot tout court, le fait de dire. Et donc, moi, mon imaginaire, il est traversé par ces histoires-là, et aussi par le cinéma. Ouais. J'aime beaucoup le cinéma, les séries. Et Ouais. donc, c'est l'histoire et le contenu avant tout. Et donc, quand j'imagine comme on voit un film, j'imagine une scène. Alors après, je l'écris, mais elle pourrait être écrite sous une forme scénaristique aussi. Et je construis, quoi. J'imagine pas des épisodes au terme de série, mais des séquences, en fait. Donc oui, c'est peut-être pour ça que on peut l'imaginer sous forme cinématographique. Ça me plairait d'ailleurs que ça soit le cas. Mais Alors, le livre est publié aux éditions Elisade, ouais. Elisade, Ouais. une maison d'édition tunisienne qui promeut la littérature francophone du Sud. Alors, comment s'est passée cette collaboration et pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui Alors, t'a attiré vers cette maison d'édition en particulier? en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au départ, on écrit, on essaye de trouver des éditeurs qui comprennent sa démarche et qui défendent le texte. Donc, pour être totalement transparent, le texte a été proposé à beaucoup, beaucoup d'éditeurs, comme on fait tous, parce que c'est dur, ce chemin, d'être édité partout, pour tout le monde. Et c'est encore plus dur quand on raconte des histoires d'afrodescendants, parce que bah là, ici, on est à Paris. À Paris, on privilégie les histoires parisiennes, bourgeoises, mainstream, comme on dit. Donc, et on n'est pas dans l'imaginaire des gens mainstream. On a du mal à imaginer que nos histoires peuvent parler à une Allemande, à une Russe ou à une Sud-Américaine. Or, moi, je suis persuadée que ça peut parler à n'importe qui. Tout comme nous, on est capable de lire des histoires de Tolstoï ou de je ne sais qui, des histoires d'Américains blancs, noirs ou ce qu'on veut. Bah, ils sont tout à fait capables de comprendre nos vies aussi. Et donc, effectivement, ce parcours de recherche d'éditeur est difficile quand on est afrodescendant. Et j'ai eu la chance d'être aidée par une agence qui m'a donc présenté à pas mal d'éditeurs. Ouais. Et Elisade, c'est une maison d'édition franco-tunisienne qui a été fondée par une dame qui s'appelle Elisabeth Daldoul, qui est, je crois, d'origine palestinienne, qui a grandi à Dakar et en Tunisie. Donc, elle D'accord. a construit sa maison d'édition pour favoriser la circulation des textes du sud vers le nord et pour faire en sorte que tous ces écrits au pluriel et tous ces imaginaires au pluriel trouvent leur chemin et un chemin euh, digne de ce nom, qui soit pas que cantonné au sud ou que cantonné au nord, parce que c'est dommage quand des histoires africaines ne descendent pas, quand elles sont publiées à Paris et que finalement les concernés ne les lisent pas. Ouais. Ou à l'inverse, quand elles sont publiées en Afrique et qu'elles n'arrivent pas à passer le cap de la Méditerranée et encore plus loin. Et donc, en fait, cette maison, elle a deux têtes, un siège à Paris et un siège à Tunis. Et ça permet une distribution sur les deux rives. C'est Et en le fait, meilleur compromis, en fait. voilà. Et en fait, quand mon texte est arrivé chez eux, ça a été comme une évidence. Et du coup, voilà, il y a une très belle collaboration qui s'est instaurée entre donc moi, Elisabeth Daldoul et Et Vanek. Vanessa, qui est aussi l'éditrice avec laquelle j'ai travaillé le plus, Vanessa Pécastin. Et il y a un travail très respectueux parce que ça aussi c'est difficile. Il m'est arrivé de travailler avec d'autres éditeurs et de moi-même reculer parce qu'en fait on veut quelque part tellement changer ton texte que c'est plus ton texte. Et alors vous avez soit le choix entre accepter, mais vous allez défendre un truc qui est pas tout à fait ce que vous avez voulu dire. Et moi c'est pas négociable. Donc je me suis vue même refuser des collaborations. Alors ça c'était sur le précédent roman il y a 20 ans, euh, Diasporama. Diasporama, où j'ai juste tourné les talons parce que à Stock notamment parce que bah, j'allais me retrouver avec un texte qui n'était pas le mien en fait. Et là c'est l'inverse. Là c'est vraiment des gens qui voilà, comprennent ce que j'ai voulu dire, qui respectent ce que j'ai voulu dire et qui vous amènent à donner le meilleur de ce texte-là. Et donc toutes les modifications et changements qui ont été proposés étaient extrêmement pertinents. Donc dans ce cas-là, juste oui. Et donc je suis très très contente de cette maison d'édition qui publie aussi beaucoup d'éditeurs d'origine palestinienne, Djihad Hilal, Yamen Menaï, qu'on voit beaucoup à la télé dernièrement par rapport à l'actualité, et plein de textes très beaux. C'est une très belle maison d'édition. Je suis très contente. Alors, on parlait tout à l'heure que tu avais grandi dans une famille marquée par l'exil. Il y a aussi le journalisme, hein, puisqu'après des études en langue et commerce, tu as travaillé dans différents médias.
dans l'édition aussi. Oui. Alors comment justement toutes ces expériences sont nourries, en plus du contexte familial, tes écrits, hein, on va dire, et ton approche de la narration? Bah, en fait, je pense que c'est en commençant à travailler dans le journalisme. Alors au début, pas en tant que journaliste, j'ai été quelques années, assistante, au journal économique La Tribune, et c'est une période où, justement je me trouvais sous-employée. J'avais pas encore réussi à trouver un poste de journaliste, et c'est à cette époque-là, un petit clin d'œil et merci à eux, qu'a germé, Diasporama, parce que j'avais du temps en fait. Je finissais de travailler très vite, et donc je pouvais me et puis en regardant travailler donc cette rédaction qui était un quotidien, et où donc tous les jours il fallait sortir un journal économique hyper sérieux, tout ça, ils étaient dans l'urgence. Et là je me suis rendu compte, je me suis dit: «Mais ça en fait, ça m'irait pas». C'est pas Et d'ailleurs, quand je suis devenue journaliste après, j'ai travaillé essentiellement dans des mensuels et des trimestriels, parce que le temps long, le temps de la réflexion est important pour moi. Il faut observer et comprendre avant de, enfin, en tout cas pour moi. Ouais. C'est très bien qu'il y ait des journalistes de quotidiennes qui sont capables d'être dans l'immédiateté, mais ça, c'est pas ma démarche. Et j'ai longtemps travaillé aussi, dans un magazine pionnier qui s'appelle Respect, qui Ouais, était Respect vraiment, Mag, Respect Mag, voilà, avec Marc c'est une Shepson. référence, ouais. Voilà, et qui d'ailleurs, y est pour beaucoup sur ce parcours, d'écriture, parce que les gens que j'ai connus qui sont devenus mes agents, je les ai connus, dans le cadre du réseau que j'ai eu Ouais, grâce à Respect. dans Bref, cet c'était une écosystème, aparté, ouais. exactement. Et donc à cette époque-là, on rencontrait beaucoup de gens de la société civile pour construire les numéros qui étaient trimestriels, et donc on se limitait pas aux dépêches, aux trucs officiels. On allait rencontrer les gens, et donc moi, ça m'a permis de connaître des gens de plein de domaines différents, et ça a nourri mon imaginaire, parce que du coup, ça me permet de rentrer dans plein de... Quand on est journaliste, on rencontre plein de gens, je t'apprends rien, et donc du coup, ça permet de rentrer dans plein de microcosmes, et quand tu enquêtes, tu écoutes parler, et ça te permet de t'immerger dans plein de vies différentes, Et de mieux et comprendre de l'humain et et de en mieux fait, comprendre. on fait de la sociologie. Exactement, et moi j'adore ça. Et puis après, effectivement, il y a aussi, mes années, d'entrepreneuriat, qui Ah fait ouais, à que, bah, travers, j'ai rencontré plein de gens aussi, dans cet autre domaine, et ça permet de rentrer dans plein de têtes, en fait, et ça nourrit mon imaginaire. alors quel message principal, tu souhaitais, que le lecteur retienne de Transhumance? Je suis pas sûre d'avoir un message, hem, et s'il devait y en avoir un, c'est peut-être le message de l'importance de la justice, politique, et de l'importance de la possibilité pour les Africains de pouvoir choisir leurs dirigeants. Là, je m'adresse, à une audience qui est, partiellement guinéenne. Je pense qu'aujourd'hui, ils saisissent l'importance de ça. Aujourd'hui, effectivement, on a un régime, politique qui ressemble beaucoup, à celui dont je parle dans le livre, de par sa structure. Ouais. Et donc, l'imminence de l'élection ou pas, se pose. Le rôle des activistes, se pose de manière aiguë. On a quand même quelques activistes. Je suis assez triste d'ailleurs que ce que j'écrive là résonne avec l'actualité guinéenne. On a Fonike Mengue et Biloba, dont on ne sait pas s'ils sont encore vivants, où ils sont. On a des familles qui les attendent, qui les pleurent, à l'image de personnages qui s'inquiétaient pour le devenir de Adama dans mon livre. Ouais. Et ça, moi, ce livre-là, je l'ai écrit en 2020. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer derrière. Donc, c'est assez dommage que ce soit un peu... j'aime pas dire... C'est pas prémonitoire, parce que je prédis rien là-dedans, mais que les Que questions l'histoire que se je pose... répète, en fait. Voilà, que les questions que je pose dans ce livre se posent avec d'autant plus d'acuité aujourd'hui. On a des, bâtonniers qui se font rouer de coups, en ce moment en Guinée. Il y a quand même, des questions de militantisme et de choix politiques qui se posent. Et aujourd'hui, où on a aussi au Mali, au Niger, au Burkina, des régimes, qui sont issus de coups d'État et qui sont dirigés par des militaires. Alors c'est drôle, moi je suis la fille d'un militaire, hein. Donc, ça devrait pas me choquer, mais je suis la fille d'un militaire idéaliste, donc ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a aujourd'hui. Et j'entends des fois des panafricanistes, enfin des gens qui se déclarent panafricanistes, dire, oui, mais de toute façon la démocratie c'est pas un régime africain. Non, en fait, la volonté de pouvoir décider pour l'avenir de son pays, c'est universel, ça n'appartient pas à l'Occident. Et c'est pas parce que l'Occident donne l'idée que c'est quelque chose que d'occidental, sachant que,
les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait juste après leur révolution? Ils ont laissé venir un empereur par coup d'État. Donc c'est quelque chose. L'ambition politique, la volonté de concentrer le pouvoir, c'est international. On a Trump aujourd'hui aux États-Unis. Donc ces volontés-là, c'est pas cette volonté de pouvoir et de concentration de pouvoir, elle n'est pas qu'africaine. Et l'aspiration à la démocratie, elle n'est pas qu'européenne. Absolument. Donc du coup, moi, c'est peut-être, s'il devait y avoir un message, c'est peut-être celui-là. Et autre chose. Ouais, je disais qu'il n'y avait pas de message, finalement, il y en a. Il y en a pas mal. Voilà. Ouais. La démocratie, elle est aussi le produit de. En fait, la volonté, elle doit être collective. Vous pouvez avoir je ne sais qui, Martin Luther King, Malcolm X, qui vous voulez. S'il n'y a pas derrière pas un village, mais un pays entier, ces personnages-là, en fait, c'est l'étincelle. Mais derrière, il faut que le feu prenne, en fait. Et il faut que le courage politique, il soit disséminé. Si celui qui accepte d'être à la tête du militantisme tombe, il faut que derrière, il y ait 10 personnes qui se lèvent. Malheureusement, ça n'a pas assez été le cas chez nous. Et ça ne marche que quand c'est comme ça. Sinon, on continuera d'avoir des gens qui sont des loups déguisés en agneaux et dire oui, moi je vais sauver l'Afrique. Et en fait, ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour eux. On commence par dire on va libérer le pays et puis finalement on va rendre le pouvoir dans 1 an, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Mais on voit quand même, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, qu'il y a quand même une jeunesse africaine aujourd'hui qui a envie de dire non et qui le clame encore plus fort que les générations précédentes. T'es d'accord? Je pense pas qu'elle le clame plus fort. Elle le clame aussi fort que les Aussi. générations précédentes. On a tendance à penser que c'était des moutons. Je pense l'inverse. Elles Ouais. étaient très militantes et très politisées. C'est juste qu'elles étaient plus idéalistes. Et ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que faut faire. Alors les réseaux sociaux, on a plein de choses très bien qui passent par les réseaux sociaux, mais on a plein de fake news qui passent par les réseaux sociaux. Moi, j'encourage les gens à lire et à tirer des leçons du passé. Parce que sinon, on peut vous refaire la même qu'il y a 50 ans. On peut vous déguiser, on va utiliser le mot révolution, panafricanisme, etc. Et derrière, on va vous envoyer, excuse-moi du terme, mais une vraie douille. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens vont être pieds et poings liés par des gens qui prétendent les représenter. Généralement, des gens qui se prétendent moi, je suis du peuple, etc. Bah, finalement, ils concentrent les pouvoirs, en fait. Donc, faites très attention aux gens qui clament les notions du peuple et qui ne laissent pas. Regardez surtout comment les gens traitent leurs opposants et supportent la contradiction. Si vous avez des dirigeants qui ne permettent pas la contradiction et qui passent leur temps à dire impérialisme, etc., c'est très mauvais signe. Parce que d'accord, l'Europe a ses responsabilités, je suis la première à le dire, mais on a nos propres responsabilités sur ce qu'on fait de ce dont on a hérité. Aussi horrible soit ce dont on a hérité. Alors, pour en revenir à la littérature, comment tu envisages l'avenir de la littérature francophone, notamment celle qui explore les thématiques de la diaspora et des identités plurielles? Bah, j'espère qu'elle est fructueuse. On a quand même de très belles plumes qui émergent. Je pense à quelqu'un comme Bala Fofana, qui a écrit La prophétie de Dali, qui est un texte magnifique, et qui est donc un franco-malien, journaliste à Libération, et qui a décrit son parcours romancé dans un superbe roman. On a de très belles histoires qui émergent. Et puis, j'espère que cette dynamique sud-nord et non plus nord-sud va se développer. Et on sait qu'aujourd'hui, la langue française, c'est une sorte de butin de colonisation qui permet finalement la circulation des idées, comme l'est l'anglais. Donc j'espère que ces textes-là vont continuer de circuler et que le domaine éditorial dans les pays africains va se développer. Et j'espère autre chose. J'espère que les langues locales, qui sont de grandes langues et qui traversent les pays, j'espère que des textes vont émerger. J'adorerais, moi, que mon texte soit traduit en maninka, en pulaar, en soussou. J'adorerais ça. Et j'aurais aimé être capable d'écrire ça en pulaar. Mon pulaar n'est pas suffisamment bon pour que je puisse écrire, mais j'adorerais que ça soit écrit comme ça, en alphabet Adlam, etc. Ce serait super et j'aimerais voir ça. J'aimerais voir l'avènement de ces... Et il faut qu'en Guinée, qu'au Sénégal, que partout, on puisse développer ces industries-là. En tout cas, moi, je suis très fière et heureuse de t'accueillir. J'ai répété plusieurs fois, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Puisque quand tu as publié ton premier roman Diasporama, publié en 2005, j'ai ma petite sœur qui l'a lu déjà.
Et elle tenait d'ailleurs à ce que je te dise que le jour où elle a acheté Diasporama et qu'elle l'a ouvert, elle n'a pas pu aller se coucher avant de le terminer. Waouh! Et elle me l'a donné. Et c'est là, en fait, que je sais pas comment te dire, où je me suis sentie un petit peu plus légitime et que j'ai réussi un peu à me rassembler dans mon identité hybride. Et Waouh! non, franchement, je pense que tu as dû avoir ce genre de retour. J'ai eu des retours comme ça, mais ça me fait vachement plaisir de l'entendre de toi. Et puis surtout, ça faisait partie de... Enfin, écrire ce livre-là, il était parti d'une frustration. Une frustration que les gens comme toi, comme moi, on n'existait pas dans le paysage éditorial. Moi, pour la petite histoire, le meilleur ami de mon père, c'était Kamar Alaï. Donc, Ouais. du coup, le fait d'écrire, quelque part, m'a été... je- J'ai pensé que c'était accessible parce que j'avais une référence dans mon entourage. Tonton écrivait. Donc, voilà. Mais en même temps, moi, quand tu vois, après les textes que tu lis quand tu es au lycée, les Balzac, les Zola, tout ça. Zola, j'ai adoré d'ailleurs. Euh, Bah, tu te dis, bah, en fait, je suis jamais moi dans ces livres. Et puis tu te dis, ah, tiens, j'ai tonton qui écrit, mais tonton, il parle d'Afrique. Et il parle d'Afrique africaine. Et moi, je suis où là? Je suis au milieu. Alors moi, j'ai pas un vécu qui ressemble à celui de tonton, et j'ai pas le vécu qui fait que je vais parler de la campagne française, de la neige, de je ne sais quoi, enfin peu importe. Et en même temps, tu dis, mais nous, on a des trucs aussi à dire, on a des histoires, voilà, on a des trucs à dire, et moi, je les trouve fun, moi, mes cousines, je les trouve fun, mes copines, et, euh, et je trouve qu'on vit des trucs bah, intéressants, en fait. Et que peut-être ma copine Sophie, bah, elle vit pas. Et c'est ça qui a fait. Et puis je trouvais qu'on parlait mal de nous quand on parlait des gens issus de l'immigration. On en parlait soit comme d'un problème, soit comme de gens qui savent pas s'adapter. Et ça ressemblait pas aux gens que je connaissais. Alors oui, il y a des gens qui ont des problèmes, mais il y a plein de gens qui vont bien et qui essayent juste de trouver leur chemin et qui sont le produit de plein d'endroits. Et du coup, ce livre, oui, il avait résonné, bah, évidemment, chez les afrodescendants, mais chez plein de gens qui ne me ressemblent pas, mais qui ont une double culture. Et c'était ça, en fait, que j'avais. Donc ça me touche beaucoup Non, c'est vrai, ça a été un que livre tu me très dis ça. marquant pour moi. Et du coup, après, ça m'a ouvert le champ de lire que. Après, c'est vrai, franchement, je me suis pas fermée, mais ça m'a attirée vers les auteurs africains. Mhm. Et après, je disais que ça, en fait. Mhm, Les mhm. Adama Bankou, les Calix Bah Beyala, oui, oui. etc. Et c'est ça les livres qui me parlent aujourd'hui. Eh bah, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, Diasporama, je pense que je vais le rééditer. Ah, Parce d'accord. qu'il est épuisé aujourd'hui, l'éditeur en question. Je crois que c'est Euh, nécessaire. voilà, ouais, je vais le rééditer parce qu'en fait, il est encore. Il est toujours d'actualité tout en ayant une touche très années 90. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle des années 90. Et c'est intéressant de voir ce qu'on était nous quand on avait une vingtaine dans les années 90. Euh, Parce que ça a évolué. Il y a eu l'11 septembre après. Il y a eu plein de choses politiques qui font que le rapport des jeunes à leur communauté d'origine est différent. Puis là, aujourd'hui en France, on en est à la troisième génération. Ouais. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de ceux qui ont émigré. Donc la culture d'origine est un peu plus lointaine que ce que ça a été peut-être pour toi et moi, qui sommes plus proches de notre cinquantaine. Mais ça peut permettre à des jeunes filles, par exemple, de comprendre un peu les trajectoires de leur maman, C'est de ça. leur tata, etc. Ou Exactement. de leur grande sœur. Exactement. Et de voir que c'est différent et que ce qu'on leur impose parfois comme image, comme étant c'est ça, comme ça, c'est comme ça que tu dois être. Et des fois, on a des réactions très arriérées, des fois, je trouve, de certains jeunes. Je dis, mais moi, mes grandes sœurs dans les années 80, elles avaient déjà dépassé ce truc. C'est étonnant qu'on puisse être aussi. Mais en même temps, c'est l'attachement à l'origine. Mm. Ils cherchent aussi leur. Et donc, c'est cette histoire de territoire entre deux chaises, entre Le deux. cul entre deux chaises, Voilà, comme c'est dirait ça. Et donc, Descartes. tu peux être soit de partout, soit de nulle part. C'est à voir. Bilguissa Diallo, je pense qu'on pourrait parler 2 heures, 3 heures. Ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Juste une petite conclusion. Petite conclusion. Comment on fait pour se procurer Transhumance déjà? Si on est en Guinée, si on est en France? Alors, en fait, là, ce qui est bien avec Elisade, c'est que bon, il travaille avec un distributeur qui travaille dans tout le monde francophone. Donc, a priori, dans une librairie guinéenne, on devrait pouvoir au moins le commander.
les libraires devraient pouvoir le commander. Je sais que par exemple à Dakar, il y a la librairie des Quatre Vents. Il est commandable par tous les libraires de l'espace francophone. Alors en France, c'est facile, c'est n'importe quelle librairie. S'il n'est pas en rayon, il est à la commande, vous l'avez en 2-3 jours, quoi. Fnac, Leclerc, enfin tous ces réseaux-là. Et moi, je vous encourage à soutenir vos libraires et de ne pas se concentrer uniquement sur les Amazon et tout ça. C'est évidemment disponible sur ça. Mais un texte, c'est important d'avoir des gens qui les lisent aussi, des libraires qui les lisent et que voilà, on fasse vivre ces gens qui font circuler les idées. C'est hyper important. Donc voilà. La conclusion? Oui, c'est ma conclusion. Et bonne lecture à ceux qui le liront. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Transhumance paru aux éditions Elisade. N'hésitez surtout pas à vous le procurer. Merci beaucoup pour ce moment. Un peu de musique en attendant notre prochain invité. C'est Singila. On fait comment, c'est le titre. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour pour une nouvelle aventure, de nouvelles histoires d'afro-descendants inspirants, impactants. Ils viennent nous raconter leurs réussites, ils viennent nous raconter leurs échecs, ils viennent nous raconter leur parcours de vie, leur passion, leur savoir-faire, leur talent. C'est la vitrine, vous le savez, cette émission des talents de la diaspora. Ils sont aussi africains de passage à Paris et viennent nous parler de leurs différentes actualités. Nous allons encore vous raconter une belle histoire inspirante et impactante, celle de notre première invitée de la matinée. Nous accueillons Gwenola Montero. Elle est la fondatrice et présidente de Weno Holding, un groupe spécialisé dans la formation et l'insertion professionnelle. Elle est également la fondatrice de Weno IES. C'est une école qui propose des formations du CAP au master. Weno Holding comprend également Weno Audit qui propose de l'accompagnement, Weno IMO, Weno Intérim. Donc toutes ces ramifications dont nous allons parler avec elle. En tout cas, elle a créé plus de 250 centres de formation et CFA en France. Elle accompagne, forme, inspire pour bâtir des carrières et des entreprises d'impact. Elle est également connue pour sa proactivité opérationnelle. Elle a mentionné notamment quelques difficultés dont nous allons parler puisque on sait très bien il y a également quelques problématiques dans ce chemin entrepreneurial qu'elle a entrepris depuis quelques années. Déjà, alors c'est une belle histoire que nous allons raconter aux téléspectateurs et aux éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui grâce à vous et merci d'être venu. Gwenola Montero. Alors l'histoire est assez incroyable et improbable puisque vous êtes parti du bas de l'échelle pour atteindre les étoiles, si je puis dire, puisque vous avez commencé en tant qu'équipière dans un magasin, enfin une marque, un restaurant de fast-food connu. Bravo pour cette belle réussite. Bienvenue. Merci. Bonjour déjà. Merci pour la présentation. Et une très belle présentation, bien détaillée. Merci. Et je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom de l'enseigne, mais oui, j'ai démarré dans la restauration rapide, dès le départ. Alors, vous démarrez en tant qu'équipière. C'est ça. Et puis, petit à petit, vous montez les échelons dans cette entreprise chez Quick, hein, C'est ça, on va le dire. Oui, c'est ça. Vous nous racontez un petit peu? Oui. En fait, j'ai démarré donc à Quick, où j'ai commencé équipière. Et ensuite, j'ai évolué en tant qu'assistant manager, puis manager. Et en fait, souvent, on critique un peu ces métiers de la restauration. Ouais. Finalement, moi, ça a été ma meilleure école. J'ai vraiment tout appris à gérer une entreprise. On a vraiment la partie RH, la partie management, la partie ressources humaines, etc., financière également. Et donc, moi, ça m'a ouvert des portes. Et par la suite, j'ai été prise en tant que responsable de magasin. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de retail et après, directrice de magasin. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le commerce. Et c'est là où j'ai commencé à former des vendeurs, des directeurs. Et j'ai commencé à mettre un pied dans la formation. Alors, on connaît les plafonds de verre en tant qu'afro-descendant ici et le regard aussi que l'on porte sur la femme noire. Alors, cette évolution aussi rapide, 2002 équipière, ensuite on devient manager, ensuite directeur de grandes enseignes en 2008, donc en 6 ans. Quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté? Est-ce que ça a été compliqué pour vous en tant que femme noire d'avoir rapidement cette ascension?
Je suis obligée de dire que ça a été compliqué, parce que, bah, souvent la femme, et en plus de ça, la femme noire, on est souvent, rattachée à nos rôles dits traditionnels, donc femme maman, femme à la cuisine et après il faut montrer, son excellence, sa discipline, Ouais. montrer que finalement, bah, il y a pas de, comment dire? De différence, en fait. C'est, le travail et donc la discipline, le travail, l'excellence, ont fait qu'aujourd'hui j'ai pu monter les échelons. Et justement, le regard des hommes, le rapport avec, la hiérarchie et cetera. Est-ce que c'est compliqué lorsque l'on commence à diriger, à donner des ordres? Bah, Quelle alors il y posture avait quelle posture on doit ouais, avoir? il y avait 2 choses, déjà la femme, ensuite la femme noire, mais en plus j'étais jeune, j'étais très Ouais, jeune ouais, et quand je suis montée manager, je suis montée à Saint-Nazaire et à l'époque Saint-Nazaire, il y avait pas beaucoup d'emplois. Donc c'est vrai que les équipiers avaient, entre 30 45 ans. Donc ouais. quand on arrive, qu'on est tout jeune, qu'on a la vingtaine et qu'il faut gérer en fait des personnes qui ont la trentaine ou la quarantaine, ça a été très dur. Ça a été très dur, mais il fallait s'imposer. Et puis j'ai eu un franchisé, Monsieur Laposta, qui m'a fait confiance. Ouais. Et à partir de ce moment-là, où bah, on nous fait confiance, ça veut dire qu'on croit en nous finalement. Et ben faut juste faire le travail et pas se laisser abattre. Il m'est arrivé, hein, de pleurer. Je me souviens la première fois, il m'est arrivé de pleurer dans ma voiture Ouais. et d'appeler mon grand frère en disant: «Mais non, mais j'en ai marre. Je peux pas être manager, il m'écoute pas» ou mon frère, il me disait toujours: ne lâche pas, bats-toi» et c'est la réalité des choses, c'est de se battre et de montrer de quoi on est capable, en fait. Est-ce que c'est aussi, des rencontres particulières? Vous avez parlé d'un de vos managers, Oui, qui vous a beaucoup, oui. accompagné, épaulé, encouragé. Est-ce que c'est aussi, ces moments où on rencontre, certaines personnes qui, nous permettent de tenir et d'être résilients? Alors, j'ai toujours eu de belles rencontres. Souvent les gens enfin, souvent on va dire que c'est de la chance de rencontrer ces personnes. Moi, j'aime dire que la chance est le reflet du talent. Ça veut Ouais, dire que les personnes ont vu notre talent, ont vu, de quoi on était capable et nous ont ouvert la porte, en fait. Et finalement, que ce soit Monsieur Laposta à Quick ou j'ai eu, madame, Delfaux, je me souviens très bien d'elle, madame Delfaux, pour, Cache Cache quand j'étais responsable, qui m'a laissée alors que j'avais jamais été vendeuse. Mais elle a vu ma détermination et puis je sortais de Quick et j'étais manager et finalement, bah, j'ai pas de contraintes horaires, je suis dynamique, et puis quand on travaille dans la restauration, voilà, on je pense que plus rien ne peut nous arrêter derrière et elle m'a laissé cette chance également, mais comme je dis, parce qu'elle a vu le talent et moi derrière, bah, je me suis battue pour montrer que j'en étais capable. et je suppose qu'il y a un amour du travail Oui, également et de l'excellence chez vous, ça oui, vient d'où? peut-être de mon père. Je suis une fille de militaire. D'accord, OK, très Je suis bien. une fille de militaire, donc la discipline chez nous, c'est obligatoire. La chambre toujours bien La chambre bien rangée, rangée. si elle est pas rangée, bah, on défait les livres, puis on refait. D'accord, et c'est Voilà, c'est comme ça, en ça. fait, que vous avez été élevé. Oui, je pense que quand on est petit, bah, on trouve, que l'éducation est dure. Mais finalement, je pense que ça a été une très bonne chose. On a vraiment eu des parents qui étaient derrière nous et surtout un père, militaire, ben, ça met des règles et bah, ça arrondit pas forcément les angles. Aujourd'hui, moi, je vais les arrondir, mais c'est vrai que l'exigence était très, très, très élevée. Alors en 2012, vous décidez de vous former, donc au métier, bah, justement de formateur. Vous commencez à acquérir des compétences en formation, professionnelle. Vous explorez différents courants pédagogiques et vous perfectionnez dans l'approche en andragogique, et dédiée à l'apprentissage, des adultes. Alors pourquoi avoir décidé, ce virage entre le commercial et la formation et l'apprentissage? En fait, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai travaillé dans le commerce pendant 10 ans et quand j'ai pu prendre ces postes de directeur de magasin, j'ai commencé à former les vendeurs, les responsables et en plus de ça, bah, je me disais: «J'ai un impact au niveau de la diversité ou de la diaspora» et je pouvais recruter, bah, moi, j'avais vraiment carte blanche, je recrutais qui je voulais et Ouais. finalement, je me suis dit: «Bah, en fait, l'impact, il est là, en fait». Ça veut dire qu'il faut que je me forme pour pouvoir former les personnes et surtout moi mon combat c'est plutôt les personnes issues de la diversité parce qu'on a besoin de s'entraider et de s'accompagner pour pouvoir développer derrière et du coup j'ai décidé de me former pendant 1 an effectivement dans les différents courants pédagogiques et andragogiques.
Alors en fait, ça demande beaucoup de casquettes parce que lorsque l'on est responsable de magasin, il faut avoir du résultat, Oui, faire du chiffre. oui. Et du coup, après, quand on intègre l'humain, essayer d'accompagner les gens, il faut avoir le sens de l'écoute, il faut rester humain. Alors comment on réussit en fait à faire du chiffre tout en restant humain avec Bah, le... déjà, faut aimer l'humain. Ouais, Faut aimer l'humain déjà de base. Et il faut avoir quand même cette, comment dire, moi j'ai beaucoup d'empathie. ouais, Faire preuve d'empathie et aimer accompagner les personnes. Et déjà, quand on est manager, directeur d'une entreprise, ben, de toute façon, on gère de l'humain. C'est le plus dur, quoi qu'il arrive. Mais une fois qu'on a réussi à faire ça, les former, ben, c'est une suite logique finalement. Parce que de toute façon, quand on est directeur de magasin, on les forme à être dans l'excellence parce on a un devoir de résultat. Donc on doit les mais former, comment les on trouve accompagner. l'équilibre entre les deux, avoir gardé le côté humain et rester quand même la patronne et dire faut faire du chiffre? Bah, ça va été facile tous les jours, hein, je le dis. C'est des... Trouver l'équilibre, je pense que c'est avec des échecs, des erreurs. Ouais, Et à la fin, on trouve l'équilibre, mais au début, bah, des fois, on tombe peut-être trop dans l'affect. Moi, je sais que ça ouais, a été une de mes erreurs. J'étais un peu trop dans l'affect parce que de base, je suis quelqu'un de très altruiste. ouais. Donc, j'aime aider, etc. Mais à un moment donné, quand on arrive dans le milieu de travail, bah, faut savoir un peu faire la part des choses. Ouais, Et c'est vrai que ça a été mon axe d'amélioration au tout début. C'était très dur. Et même et quand j'ai ouvert Ueno IES, la partie apprentissage, ça a été très dur aussi. alors, en fait, en 2013, donc, vous créez votre auto-entreprise sous le nom de Weno, Oui, justement, et vous accompagnez, des personnes en tant quoi vous formez dans les quartiers nord de Marseille, pour une société, à la prison de Villepinte, Villepinte, où vous formez également des détenus en remise de peine au c'est ça, métier, du commerce et de la vente. c'est Vous nous ça. racontez un petit peu cette période de votre Oui. vie? Alors quand je me suis formée en 2012, je voulais, former, à la prison de Marseille. On m'a refusé parce que j'étais une femme. Et La prison des oui, Baumettes, c'est ça? ouais, mais bon. Moi, pour moi, c'est formation pour tous. Ouais, Et donc le but, c'est d'aller aider les personnes qui veulent s'insérer ou se réinsérer. Et c'est vrai que les personnes qui sont en prison, après, bah, faut pouvoir les réinsérer. Et donc c'est un gros travail. Alors il y a ceux qui ont peut-être une petite, peine, mais ceux qui ont des grosses peines, pour se réinsérer, c'est très dur. Il faut trouver un métier parce que sinon souvent, bah, s'ils se réinsèrent pas bien, bah, souvent on retourne en prison et c'est ce qu'il ne faut pas en fait, finalement. Et donc du coup, ben, j'ai postulé sur, celle de Paris, à Villepinte. Et donc mais pourquoi j'avais forcément une pro formée en prison, alors je voulais tout tester. Je voulais vraiment tout tester. J'ai formé dans les D'accord. quartiers nord de Marseille. Ouais, Et je voulais former là où on avait besoin de moi. d'accord. Voilà, et là, on a besoin de moi, c'est dans les quartiers nord, c'est dans les quartiers populaires, c'est, dans les prisons, Les voilà endroits où pour moi. personne veut aller, en fait. Exactement, exactement. C'était tout à fait ça. Et du coup, j'avais une connaissance qui intervenait déjà via sa structure sur, la prison de Villepinte. Et donc du coup, elle m'a intégrée, une année, là-bas. Alors ensuite, vous rejoignez en tant que formatrice la chambre des métiers de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, du 9-3 Oui, donc. Excellence, discipline, ça a toujours été votre credo. Et justement, vous rejoignez ensuite l'équipe pédagogique en tant que responsable pédagogique, puis vous obtenez rapidement une promotion au poste de responsable de formation. c'est ça. Et là, ça commence à germer peut-être en vous de vous dire je vais aller encore plus loin. Vous nous racontez un petit peu? Oui, alors, ensuite donc, j'étais toujours auto-entrepreneur et ils m'ont recrutée en tant que responsable, de formatrice, excusez-moi. En fait, je finissais aussi ma formation de formateur. J'avais plus d'aide, j'avais plus d'aide. Ils voulaient D'aide, que je trouve un c'est-à-dire travail. financière, c'est ça? Mmh, D'aide financière? oui, voilà. Et D'accord. j'avais postulé à la chambre des métiers et ils m'ont pris directement, de par mon parcours. Et donc j'ai formé, dans les métiers du commerce. Ensuite, ils m'ont proposé, d'intégrer, la structure officiellement, bon, en contrat, en CDD. Mais j'ai pu garder quand même mon auto à côté. Et du coup, j'étais responsable pédagogique pendant un temps et puis responsable, du service de la formation continue. Et j'étais accompagnée, je le dis, d'un grand monsieur qui s'appelle monsieur Cuisset, qui avait 30 ans de métier. Et en fait, finalement, à la chambre des métiers, je me suis assise à côté de lui et j'ai appris.
Et j'ai appris tous les rouages de la formation. Et j'ai avancé avec lui, finalement. Et lui partait en retraite. Donc, pour lui, c'était une suite logique de me former sur tout ce monde de la formation. Et on avait un président, Monsieur Toulmay, Patrick Toulmay, qui est aujourd'hui délégué interministériel au gouvernement, Ouais. qui lui ouvrait les portes vraiment pour tous ces jeunes issus des quartiers populaires. C'est vraiment formation pour tous. Et on a fait un beau et un grand travail à la Chambre des métiers. Et après, Monsieur Toulmay est parti, Monsieur Cuisset est parti en retraite. On l'a remplacé, je trouvais plus ma place à la Chambre des métiers. En fait, ça me correspondait plus. Vous aviez C'était fait plus... le tour, en fait, c'est Non, ça? c'est même pas. Alors, oui, déjà d'une, j'ai fait le tour. Mais au-delà de ça, c'était plus mes valeurs et mes principes. Ça ne correspondait plus à ce que Monsieur Toulmay avait impulsé, en fait, à la Chambre des métiers. Et du coup, je pense que c'était le moment de me dire, bon, ben, voilà, j'ai ouvert Weno en tant que moi, personne, en tant qu'auto-entrepreneur. Je pense que c'est à ce moment-là d'ouvrir ma société, d'ouvrir vraiment une école qui me ressemble avec mes valeurs et qui va ressembler à tous ces jeunes et adultes. Et là est né Weno IES, l'école du CAP au master. Alors, c'était en 2021, c'est ça? 2021, c'est là où on a ouvert la partie alternance. Mais en amont, il y a en 2020 l'accompagnement des professionnels dans l'ouverture de centres Oui, de alors, formation. entre-temps, parce que je fais beaucoup de choses. Ah ouais, je vois ça. Ça donne un peu le tournis. Oui, entre-temps, finalement, comme j'ai géré la Chambre des métiers et que il y a tous les dispositifs et on fait un peu de tout à la Chambre des métiers, j'avais beaucoup de demandes pour des ouvertures de centres de formation ou de centres de formation par apprentissage. Donc, j'aidais des personnes à ouvrir leur centre. Et du coup, en 2020, j'ai décidé de monter une société vraiment pour de l'accompagnement, du consulting et de l'accompagnement. Alors donc, du coup, né en 2021, Weno IES. Alors vous dites une véritable école alternative qui propose des formations du CAP au master. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette école? Qu'est-ce qu'elle a d'alternatif? Alors, c'est une école alternative parce que... Alors, il faut expliquer Weno IES, pourquoi ça a été créé. On était parti d'un constat où finalement, il y avait beaucoup de jeunes ou adultes dans les quartiers populaires ou issus de la diversité qui ont du talent, mais ils sont invisibles. On ne les voit pas. Et de l'autre côté, on avait des entreprises qui nous disaient on trouve personne ne veut travailler, ou ils n'arrivaient pas à tenir les personnes. Donc, du coup, on s'est dit, bon, il faut faire le pont parce que, en fait, il y a tellement de talents invisibles, il y a tellement de personnes qui veulent travailler, mais on ne les voit pas. On va vous les montrer. Et vous, en face, vous êtes des entreprises, mais nous, on va vous accompagner. Parce que des fois, l'erreur aussi, elle vient de vous. Ça veut dire que vous accompagnez mal ces jeunes. Et peut-être qu'ils arrêtent de travailler parce qu'il n'y a pas un réel suivi ou un réel accompagnement. Donc, nous, on va accompagner et ces jeunes et on va accompagner et ces entreprises. On va faire le lien et on va créer vraiment une synergie et montrer que voilà, on peut insérer beaucoup de personnes. Et les entreprises aussi en face, qui ont beaucoup de problèmes économiques, on va nous travailler sur leur base, sur leur baisse de charge en fait. Donc on fait un gros travail sur les deux en fait finalement. Alors, du coup, en fait, la problématique aussi des jeunes lorsqu'ils veulent accéder à l'emploi, c'est aussi souvent le fait d'être stigmatisé, le fait sur leur CV, lorsqu'on habite dans un quartier assez difficile où il y a des réticences des employeurs. En fait, c'est le fait de ne pas connaître c'est vraiment ces jeunes et d'avoir peur et puis tous ces clichés qu'on voit à la télé, etc. Et puis la diversité, ça fait aussi un peu peur. Voilà, dans la réalité, pour certaines entreprises et certains chefs d'entreprise. Est-ce que c'est ça justement que vous venez casser, toutes ces idées reçues? Bien Et sûr. le fait que vous les sélectionniez, vous, pour pouvoir les proposer à ces entrepreneurs, est-ce que justement ça ne... enfin, vous comprenez ce que je veux dire en Oui. fait? Est-ce que du coup vous n'êtes pas devenu un label de confiance? Si, bien sûr, on est même devenus des chasseurs de tête pour les entreprises. D'accord. Le fait de dire que pour les entreprises, ça leur fait peur, la diversité, c'est dommage, mais c'est ce qui se passe en fait. Et finalement, nous, on est là pour casser ce schéma et de dire que, mais en fait, non. En fait, finalement, vous êtes là, vous voulez des résultats, vous voulez développer votre entreprise. Arrêtez de parler de diversité ou autre. On va vous ramener des talents. Alors oui, ils sont issus de la diversité. Ouais. Est-ce que finalement, vous trouvez personne? Nous, on va vous les chercher effectivement dans la diversité, mais on peut ne pas parler de diversité. En fait, nous, finalement, on va chercher des talents. Ouais.
Et finalement, ces talents-là font le travail. Et finalement, ces entreprises-là développent leurs chiffres. Et au-delà de ça, quand on parlait d'écoles alternatives, et ce qui aide aussi les entreprises ainsi que ces jeunes, c'est la méthode que nous, on emploie. D'accord, dans l'enseignement. Ouais, voilà. D'accord. Enfin, C'est- on parle souvent de pédagogie, mais la pédagogie, c'est lié à l'enfant. C'est Ouais, axé sur l'enfant. d'accord, Nous, on va faire de l'andragogie. Et d'accord. l'andragogie, c'est orienté vers l'adulte. Ça veut dire qu'on va Vous considérer... adaptez en fait au profil de chaque enfant, la exactement. manière dont ils les apprennent, parce qu'il y a souvent les enfants qui apprennent de manière visuelle, d'autres de manière Exactement, auditive. kinésiciste ou visuel, ou sur le toucher, enfin voilà. Ou le fait d'essayer, bah, voilà, on est tous différents. On est tous différents. Ça veut dire que comme vous l'avez dit, bah, il y a des personnes, ils vont devoir faire pour apprendre et retenir. Il y en a, ils vont devoir juste écouter. Ouais. Il y en a, ils vont devoir écrire. Et ben, nous, on est là pour ça. Ça veut dire qu'on va apprendre, chaque personne sera une personne qu'on va voir comme une personne à part entière. On va aller voir leur motivation intrinsèque. Ouais. Et nous, on a un travail à faire. Ça veut dire qu'on va s'adapter à toutes ces personnes. Et Ce non que l'inverse. l'éducation nationale ne fait pas, et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui passent à côté. Par exemple, des enfants qui sont à côté de la fenêtre, qui rêvent un peu, qui ont plus un don artistique, qui, vous disiez tout à l'heure, ont besoin de pratique plutôt que de théorie, C'est ça. et c'est qui ça. se retrouvent C'est ça. en fait largués au bout d'un moment et déscolarisés. Alors, je pense que l'éducation nationale. Alors, je vais pas cracher sur l'éducation nationale parce que c'est pas le but et c'est pas vrai. Je pense que eux, ils ont juste un manque de fonds, de moyens. Ouais. Et ça se voit. Il y a des très bons profs à l'éducation nationale. Mais comme ils n'ont pas forcément les moyens, ils ne peuvent pas forcément individualiser et accompagner chaque élève. Parce que c'est des élèves à l'éducation nationale. Nous, chez nous, ça va être des formateurs. Donc, ils ont une autre approche. Ça veut dire que dans l'éducation nationale, l'élève va s'adapter au prof. À l'inverse, le formateur va devoir s'adapter à l'étudiant. Et ça, c'est deux choses différentes. Et c'est peut-être dû aussi à des classes qui sont un peu moins chargées que... Exactement. D'accord. Il y a Exactement. combien d'apprenants dans chaque classe? Alors, nous, c'est 15 maximum. D'accord. 15 maximum. Et ça permet, en fait, finalement, de pouvoir suivre chaque personne, de créer des groupes aussi pour recréer une dynamique au sein de chaque session. Donc, maximum 15 personnes. Alors après, il y a d'autres particularités où on parle beaucoup des enfants zèbres, ceux qui ont des TDAH, troubles de l'attention, les enfants hyperactifs, etc. Il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que l'éducation nationale également n'est pas très adaptée à ces enfants. C'est un peu compliqué pour les accompagner. Souvent, ils sont en décrochage. Scolaire, ouais. Est-ce que vous prenez en compte justement... Alors oui, déjà, nous, on a un référent par rapport à tous ces étudiants et on fait une première approche. Donc, on a un entretien où on peut voir où la personne a besoin d'accompagnement. D'accord. Et après, on met des choses en place. Ça peut être des besoins techniques, des besoins humains, des changements d'horaire. Voilà, nous, on s'adapte vraiment à la personne en face et c'est vraiment notre rôle. Idem pour les cours. On ne va pas faire de cours magistraux ou très peu. En fait, l'étudiant va créer lui-même le cours. Le formateur ne va être qu'un guide. Et donc, ça permet de faciliter l'ancrage, finalement. Et comment vous les recrutez, ces formateurs Où est-ce que vous les trouvez, ces pépites, en gros? Oui. Alors, c'est soit des personnes qui ont fait des études, effectivement, dans l'andragogie, qui ont suivi ces formations. Ouais. Donc, ayant tourné un peu dans toute la France, bon, j'ai quand même pas mal de personnes. Et ensuite, tous ceux qui souhaitent rentrer finalement à Ueno, nous, on leur fait une formation sur l'andragogie pour les accompagner et on les suit. D'accord. Parce que si on a des personnes qui font que des cours magistraux, que c'est trop éducation nationale, on peut pas garder ces profils. Mais normalement, on les accompagne, donc tout se passe bien. Alors en fait, comment ça se passe? Les personnes viennent spontanément, en tout cas les apprenants, ils viennent spontanément. Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui vous les envoie? Est-ce que c'est des structures, des associations locales qui vous les envoient? D'où Alors en fait, viennent-ils? on a une cellule commerciale qui est gérée donc par Cheikh Silla. D'accord. Et donc lui, il a une équipe et donc c'est lui qui va chercher que ce soit les étudiants et les entreprises. Donc il va travailler avec les collectivités, il va aller chercher au niveau des missions locales, on peut aller chercher au niveau de Pôle emploi.
On a plein de structures, en fait, finalement. Les écoles aussi. Enfin, les écoles, on peut faire des Des- interventions dans les écoles. Il y a les salons également. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que bah, Ueno a un nom. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bouche à oreille, quand même. Donc, c'est plus simple. On avait démarré avec 45 étudiants en 2021 en alternance. Et aujourd'hui, on a 500 étudiants en alternance. Exactement 499. On a fait le coup la dernière fois. Et c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je vois souvent des posts où des personnes recherchent des alternances. C'est galère à trouver une alternance pour un jeune. Bah Ueno, pourquoi on est aussi une école alternative, c'est qu'on va chercher les entreprises. On a la cellule commerciale, en fait, elle est déployée pour cela, en fait. Elle va chercher les entreprises, faire des partenariats pour que finalement, quand l'étudiant arrive à Ueno, on puisse lui offrir une entreprise qui lui corresponde. Alors, on va pas le mettre parce qu'il va être vendeur, on va le mettre à foutre le cœur. Non, déjà, il va avoir un entretien pour savoir ce qui est ses besoins Ouais. et ses souhaits aussi. Parce que quelqu'un qui veut travailler en tant que vendeur dans le vêtement, on va peut-être pas le mettre dans la chaussure. Et donc, le service commercial va faire un travail pour lui trouver une entreprise qui lui correspond. Et à l'inverse, par rapport aux entreprises, lui trouver un profil qui lui corresponde pour éviter les ruptures et les abandons et le décrochage scolaire, finalement. Est-ce que ce sont des formations certifiantes Oui. Alors, toutes nos D'accord. formations, elles sont reconnues, elles sont inscrites au RNCP, donc reconnues par l'État. Voilà. Alors, vous avez donc créé plus de 250 centres de formation SCFA en France aujourd'hui. Quels ont été les principaux défis rencontrés? Et est-ce que les levées de fonds, les financements, ça a été compliqué? Est-ce que ça vous a freiné? Alors, ça, c'est deux choses différentes. Alors, Ueno, nous, on est à Paris, on est à Marseille et on est à Lyon. Et là, on vient d'ouvrir Dubaï fin février. Mais les D'accord. 250 centres, ça, c'est avec Ueno Audit, où je fais de la création de centres et ouverture de CFA. D'accord. Et c'est des centres que j'ai ouverts pour des personnes et c'est ce qu'on fait également. Des centres physiques, en fait. Voilà, c'est des personnes qui veulent ouvrir leur école ou leur centre de formation et qui font appel à moi pour avoir leur école. C'est comme des franchises, en gros. Alors, c'est pas lié à nous, c'est pas lié à Ueno ES. C'est vraiment D'accord. à part, c'est vraiment une structure à part. Ueno Audit, c'est vraiment une structure de consulting et d'accompagnement pour toute personne qui souhaite créer un centre de formation ou une D'accord. école. Ok, d'accord. Voilà, de par notre expertise, on accompagne des personnes pour créer des écoles comme nous en France parce qu'il en manque aussi. Et, voilà. Donc, il y a plein de ramifications. Alors, Weno IES, Oui. Weno Audit, Weno Intérim. Alors, Vous Ueno Intérim qui a vu le jour cette année, en fait, on a fait du 360 parce que comme on est devenu des chasseurs de tête pour les entreprises, finalement, l'alternance, c'est super parce que ça a un impact financier, économique, financier pour l'entreprise. Les intérimaires également, parce qu'aujourd'hui, embaucher en CDI, c'est dur. Maintenant, on les pousse quand même à embaucher en CDI parce qu'il faut quand même que les personnes trouvent un emploi stable. Mais c'est vrai qu'avant les embaucher en CDI, ils vont les tester soit en contrat d'apprentissage, soit en tant qu'intérimaire, et après les embaucher en contrat à durée indéterminée. C'est assez incroyable ce que vous avez réussi à bâtir en quelques années, en si peu de temps. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que je suis pas toute seule. Oui, j'imagine Ça bien. veut dire que toute seule, tout seul, on fait rien. Et j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe. Ouais, J'ai la chance d'avoir mon frère qui est présent, ouais, Jacques Silla, ouais. qui aujourd'hui, au début, était totalement néophyte et qui a appris, c'est aussi ça, on est dans la formation, donc le fait de former, d'accompagner les personnes, et c'est de montrer aux entreprises que c'est réel et que c'est faisable et que ça fonctionne. Et en le faisant au sein de Ueno, je prouve aux entreprises que moi, ça fonctionne. Donc faites confiance à la diversité, faites confiance aux talents invisibles et vous verrez que ça va fonctionner. Et aujourd'hui, sur Paris, on est une vingtaine, c'est que des jeunes. La plupart, aujourd'hui, on doit avoir 2, 3 personnes qui ont un peu plus de 40 ans. J'en fais partie. Mais aujourd'hui, on a accompagné de jeunes et c'est important parce que les jeunes nous permettent aujourd'hui de comprendre ce qui se passe aussi. Parce Leurs que besoins, de leurs comprendre. besoins. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, nous permet d'avancer. Parce que moi, ma vision, j'ai 41 ans. Donc, effectivement, j'ai cette vision d'experte de la formation.
Mmh. Mais des fois, j'ai besoin d'entendre aussi ce qui se passe réellement chez les jeunes et leurs besoins. Et mon équipe est capable aujourd'hui de me dire, bah écoute, Gwenola, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire telle ou telle chose ou mettre telle ou telle chose en place. Et c'est super D'où en fait. l'importance de toujours rester à l'écoute des jeunes Exactement. générations et de considérer en fait que c'est du donnant-donnant, ils apprennent de vous et vice-versa, Bah, mon père me disait toujours qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. n'est-ce pas? Et ça, c'est une réalité. Alors en quelques chiffres, pas pour donner le vertige aux personnes qui nous écoutent, mais juste pour comprendre cette réalité et cette belle aventure entrepreneuriale, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Weno en chiffres, plus de 20 ans d'expérience, plus de 30 entreprises partenaires, 98% de taux d'insertion pour Weno IES, plus de 50 collaborateurs, 50 étudiants en alternance par an. Ça fait, waouh, c'est C'est du bravo. travail. Ouais. C'est du travail, mais c'est du travail. C'est une réussite avec une belle équipe. Et Et une belle vision aussi. une belle vision. Mais des personnes qui vont croire en vous et même qui vont croire au projet plus que vous parce que c'est un combat. C'est pas juste l'éducation, c'est pas juste entreprendre, c'est aussi un combat parce que pour moi l'éducation c'est vraiment la base de tout. C'est ce qui fait changer le monde de demain. Et si aujourd'hui on mise pas sur l'éducation, on mise pas sur le monde de demain. Donc c'est un gros travail d'équipe. Et bah, je remercie mon équipe et je remercie aussi toutes les entreprises Qui ont cru en vous. qui croient en ces jeunes surtout, qui Ah, croient en ces jeunes. quel est le succès dont vous êtes la plus fière depuis le début et au sein de Weno Holding et pourquoi? Je dirais mon équipe. Je dirais mon équipe, les voir, oui parce que ouais, mon équipe c'est ce qui est le plus important au sein de l'entreprise et de les voir évoluer aujourd'hui, de voir, Jacques Sylla, directeur France, moi j'ai plus besoin d'être, dans l'école. Il gère, il a une maîtrise totale de la formation. Je trouve ça impressionnant, mais je suis tellement fière le fait de voir, d'insérer, tous ces jeunes parce qu'en fait, on a un impact, politique, économique, social. Le fait de remplir des frigos, parce que les gens vont travailler, que ce soit mon équipe ou même ces jeunes, hein. Heu là, j'ai un impact et je pense que je suis fière de ça. Le fait que, dernièrement, j'ai une personne de mon équipe qui m'a dit qu'elle a pu acheter une maison pour ses parents. Enfin, moi, ça me touche, en fait, c'est vraiment et je me dis: c'est je sais, je suis allée dans la formation parce que je voulais avoir cet impact social et là, il est au-delà. C'est comme je disais, c'est un impact politique, économique et puis voilà. À quel conseil donneriez-vous à de jeunes entrepreneurs, en particulier aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans le domaine de la formation ou de l'entrepreneuriat en général? Je dirais d'être, résilient parce que c'est important et puis il y a c'est pas toujours tout beau, tout rose. Je dirais de bien s'entourer également parce que déjà on ne réussit jamais seul et de refuser la médiocrité. Refuser de travailler avec de la médiocrité. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans l'excellence et la discipline parce que, on a des talents et il faut qu'on le montre. Il faut qu'on montre ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne va le faire pour nous. Aujourd'hui, le fait de créer une école, allant du CAP au master, beaucoup m'ont dit: «Bon, c'est pas où tu vas, mais bon courage». Mais non, mais moi, je croyais en moi et je croyais surtout en ce projet et me dire: «Bah, pourquoi nous, on peut pas y arriver? Pourquoi on peut pas y arriver?» Et aujourd'hui, on arrive à le faire et on le fait mieux que certains d'ailleurs, donc c'est juste incroyable. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Weno Holding? Y a-t-il de nouveaux projets, de nouvelles formations ou de nouvelles expansions géographiques prévues? On parle beaucoup d'IA et il va falloir s'y mettre, hein, puisque on dit que dans quelques années, il y a beaucoup de métiers qui tourneront autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que justement ces programmes sont déjà enseignés dans vos formations? Alors, on n'a pas encore parce que, vous savez, les formations IA, elles sont pas toutes reconnues Ouais. aujourd'hui, donc il faut déposer les diplômes et cetera. Alors, il y en a certaines qui sont reconnues, on peut travailler avec eux. D'ailleurs, on est en pourparlers avec certaines écoles pour pouvoir, dispenser une formation dans l'IA. Après, en ce qui concerne les expansions, on aimerait, partir au Sénégal. Ouais. Donc on y est hâté avec mon frère, là, en avril et là, on est en train de voir, ce qu'on peut mettre en place là-bas. Et donc voilà, après on développe d'autres choses parce qu'on a ouvert des antennes, si vous voulez. Il y a Weno, l'école. On a Ouais. ouvert Weno Restaurant avec, Kader d'African Fusion, où Ouais, on fait d'accord. vraiment de la formation spécialisée dans la restauration.
On a ouvert Weno Immobilier avec l'agence Montero, qui est également mon frère, qui a une grosse agence dans l'immobilier. En fait, on prend des experts Ça, dans un c'est métier. l'agriculture aussi. Ouais. Non, mais il faut qu'on trouve une personne parce qu'en fait, le but là, c'est plus nous, notre expertise, c'est la formation. Ouais. Et là, on va essayer de travailler avec des personnes qui sont experts dans un métier et développer Selon les besoins voilà. locaux. Voilà, c'est ça. Donc là, on va ouvrir Weno Mode également parce qu'il y a une grosse demande par rapport à ça. Ouais. Et là, on sort ce matin d'une discussion pour ouvrir Weno Coiffure et Weno Esthétique. Waouh. Voilà. Weno qui est en train de se répandre à travers le monde. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? On a dit beaucoup de choses. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? S'il y a des parents qui nous écoutent ou même des jeunes qui veulent suivre des formations et rejoindre le mouvement Weno, où est-ce qu'on va? Comment on fait pour s'inscrire? C'est quoi les conditions? Alors, comment? Alors, vous pouvez aller sur le site internet, donc c'est wenoius.fr. Également, c'est la même chose pour tous les réseaux sur Instagram. Sur le site internet, de toute façon, vous avez le mail et le numéro de téléphone. Il vous suffit d'appeler, on va vous contacter. Et ensuite, on vous donnera, vous allez avoir un rendez-vous pour un entretien et on vous prend en charge. On vous prend en charge. On vous prend en charge. Le but, c'est vraiment de faciliter. Et comment vous imaginez dans 5 ans pour terminer? Comment Je parle pas de la société, je parle de vous. Moi? Oui. Encore entreprendre, j'ai des projets pour ouvrir d'autres structures autres que dans l'éducation, là, plus dans le tourisme. J'aime entreprendre. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et en fait, je veux être l'image d'une femme vraiment puissante dans l'entrepreneuriat et ouvrir des portes pour nos sœurs et montrer qu'on en est capable et qu'il y a de la place pour tout le monde. Merci d'être venu nous raconter ce beau parcours. On vous souhaite bon vent, Gwenola, Merci. Montero. Merci d'être venu vous raconter avec autant de simplicité. Bon vent à vos entreprises et à bientôt sur Merci l'antenne beaucoup, à d'Espace TV bientôt. Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa, dernière de la saison. Et pour la dernière, j'avais envie d'accueillir une femme capable, on va dire. On va se tutoyer hein, puisqu'on est amis dans la vie. On est même sœur de cœur. Dina Mendes, multi-entrepreneur, une femme inspirante qui a une vision, qui a des visions même, je dirais. Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation, même si tu étais obligée de venir. Sinon, je serais venue te tirer par... Ah, mais je ne vais pas dire par les cheveux, Dina. Comment ça va, Dina Mendes? Ça va très bien, ma très chère Aïssa. C'est moi qui te remercie pour cette opportunité, pour l'invitation d'être là sur ce magnifique plateau avec toi. Et donc, bonjour à tous les auditeurs. Et donc, voilà. Alors, Dina Mendes, qui est là, qui est un peu timide, mais elle va se relâcher au fil du temps. Ça fait des années qu'on se connaît et qu'on s'observe l'une et l'autre. Une femme d'impact, une femme de conviction, acharnée de travail, une femme de cœur également, qui œuvre dans différents domaines. Alors, pour bien comprendre, elle est d'abord la directrice générale de l'entreprise HD Consulting. En fait, elle accompagne les particuliers, les entreprises dans leurs besoins en conciergerie privée, voyage sur mesure, études de marché et organisation événementielle, avec comme boussole l'excellence, la confiance, l'humain et d'autres valeurs, de belles valeurs qu'elle a, Dina. Elle est aussi entrepreneur et bien entendu est là pour porter des projets en direction de sa communauté, on va dire, puisque Dina est originaire d'une des îles de l'archipel du Cap-Vert. Donc, en plus, depuis les 2 mois qu'on a commencé, c'est la première fois qu'on reçoit une personne du Cap-Vert, Dina. Alors, elle organise le Salon international des entrepreneurs de la diaspora capverdienne et elle a aussi fondé des initiatives puissantes, associatives, pour faire connaître le Cap-Vert, Cabo Verde Business Connect et Cabo Verde en scène. Elle va nous en parler dans un instant. Il y a également le monde associatif et l'accompagnement des femmes à travers Dina Gaps, son association, Club des femmes de la diversité,
Donc, elle va nous parler de tout ça. Ça fait beaucoup d'activités. Elle a aussi une famille et c'est une très bonne cuisinière. Alors d'abord, la question que j'ai envie de te poser, Dina, depuis tout le temps qu'on se connaît, avec tout ce que tu fais, comment tu fais pour t'organiser et comment tu fais pour t'occuper de ta famille? Alors, comment je fais? Bah, pour moi, je suis une femme de mission. Donc, quand on incarne sa mission de vie, bah, tout s'aligne. C'est juste une question d'organisation, de discipline et donner de la priorité à chaque chose pour que ça puisse pas l'une s'emboîter sur les autres. C'est vraiment faire de la place, donner de la priorité à dans chaque domaine de sa vie. Donc, pendant très longtemps, je me suis cherchée. Une fois que je me suis trouvée, j'ai trouvé aussi ma mission. Et dans cette mission, bah, je suis au service de l'humanité, au service de mes prochains. Donc, j'arrive À tout allier. à tout allier et tout s'aligne, tout se concorde et tout prend place correctement. Alors du Voilà. coup, c'est une belle histoire, ton parcours, ton histoire de vie, puisque tu es née sur une île de l'archipel du Cap-Vert, tu es née à Praia. Tu arrives en France, tu commences au bas de l'échelle, et puis petit à petit, tu évolues et aujourd'hui, tu es devenue une multi-entrepreneuse. Tu nous racontes un petit peu ton parcours déjà à partir de ta naissance sur ton île de cœur, Praia? Alors, Praia, c'est la capitale de l'île de Santiago. Moi, je suis née plus précisément à Chada Fazenda. C'est là, comme on dit en créole, c'est là où mon nombril est enterré. Commune de Santa Cruz. Donc, je suis arrivée en France à l'âge de 13 ans. J'ai été accueillie par mon oncle et sa femme, ma tante, qui sont devenus mes parents de cœur. Ensuite, après, j'ai pu prendre mon envol, construire ma petite famille et voilà, être dans la vie avec des hauts et des bas, Comme des tout le monde. histoires, voilà, des défis. Mais j'ai pu transformer ces défis, ces difficultés en opportunités grâce à ma foi, parce que la foi, c'est important dans ça. Et c'est ma foi qui m'a conduite à celle que je suis aujourd'hui, parce que depuis mon jeune enfance, j'avais toujours une voix en fait qui résonnait en moi dans ma petite tête en me disant que tu n'es pas seule, malgré l'immigration, parce que j'ai pas fait le choix d'émigrer en Europe, hein, c'est mes parents qui ont fait ce choix-là. Et sur le coup, Qui ont j'avais fait pas le choix compris. pour toi, parce que tu es arrivée toute seule. Exactement. C'est eux qui ont fait ce choix-là pour moi, mais à ce moment-là, je souffrais des blessures, du rejet et de l'abandon, Ouais. parce que bah, tu t'éloignes de ta famille, etc. Et ensuite, bah, plus tard, donc j'ai compris que c'était une étape importante dans ma vie pour renaître, pour apprendre à me connaître, pour apprendre les valeurs aussi de la vie. L'Afrique a ses vertus, l'Afrique nous transmet des valeurs. Et quand on arrive en Europe, par moments, c'est un peu le chamboulement parce qu'on se sent un peu, comment on appelle ça, Déracinée. déraciné. Voilà, il va falloir après essayer, en toute humilité, hein, de rester humble malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré enfin, les rejets, etc. C'est de rester vraiment, comment on appelle ça, euh, humble, humble mais sur le coup, c'est pas évident parce qu'on se perd. Mais plus tard, plus tard, on comprend les choses. Et puis moi, c'est plus tard que j'ai compris que c'est ma foi en fait qui m'a soutenue et que malgré toutes ces difficultés que j'ai pu traverser, j'appelle ça la période, l'exode de ma vie, parce que j'ai construit ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et plus tard, ça a été un échec. Mais aujourd'hui, j'appelle pas ça un échec, ça a été une expérience qui me permettait de comprendre réellement le sens de la vie, le sens d'une famille. Parce que quand on En plus, tu as eu subit, des jumeaux. exactement, quand on subit en même temps des injustices, parce qu'il y a plein de blessures, hein, il y a le rejet, il y a l'abandon, mais plus tard, il y a aussi l'injustice, parce que tu construis ta famille, tu fondes tout autour de ça, et puis tu as des enfants en bas âge, et puis plus tard, la vie te montre que il y a peut-être un autre chemin à prendre, mais sur le coup, tu ne le comprends pas. Ouais. Donc, tu le subis comme une injustice et comme une trahison aussi. Et donc, voilà, il a fallu vraiment, comme on dit, enfin,
j'ai trébuché, je dis j'ai trébuché, mais je ne suis pas tombée. Et quand bien même je serais tombée, s'il fallait justement tomber à terre pour se relever et être ancrée. C'est aussi grâce euh, à tes enfants et l'amour que tu portais à tes enfants. Exactement. C'était, j'avais l'amour de mes enfants. Ils étaient petits en bas âge, donc je pouvais pas et j'avais surtout pas le droit de ne pas tenir le coup pour eux. Et ça a été mes piliers. C'est eux qui m'ont permis justement de me reconstruire et de renaître, Mais même malgré ça, j'ai eu un accident de voiture. Ma vie, je peux même écrire un livre. J'ai eu un accident de voiture. Je me suis vue partir et revenir. Et puis j'entends une voix, ce n'est pas encore ton heure. Mes enfants, les jumeaux, ils avaient 7 ans. Ma fille, elle avait, je crois, 3 mois. Donc, du coup, lors de cet accident-là, la seule chose la pensée qui était arrivée, c'est mon Dieu, ma mère et mes enfants. Et là, soudainement, j'entends, ce n'est pas encore ton heure. Et quand je reviens à moi, je me suis dit, effectivement, c'est pas encore mon heure. Parce que si je partais, c'était quoi l'héritage? Qu'est-ce que j'allais laisser à mes enfants? Une vie de souffrance, tu vois. Donc, du coup, il a fallu, après, se Ça a reconstruire. été une renaissance, en fait, cet accident. Ouais, ça a été une renaissance. C'est vraiment le mot. Ça a été une renaissance parce que là, tu renais de nouveau, mais tu renais Autrement. autrement. Exactement. Tu n'es plus porté sur le charnel, sur le matériel, mais là, tu es porté plus sur toi, sur le retour à soi, un voyage vers soi et aller apprendre. Enfin, tu réapprends à nouveau, mais avec des valeurs vraiment qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même et de transmettre aussi ces héritages aux enfants. Et puis aujourd'hui, j'en suis très fière. Ils sont grands, majeurs. Et puis, Ils sont beaux, ils sont polis, ils sont géniaux. Et du coup, Dina, tu as commencé au bas de l'échelle, professionnellement parlant. Quand tu es arrivée en France, il fallait apprendre la langue, les études. Et commencer au bas de l'échelle, tu nous parles un petit peu de ton parcours? Oui, alors j'ai commencé en bas de l'échelle, mais au fur et à mesure, alors moi, je n'ai pas fait des grandes études par manque de moyens. Mais ce que j'ai appris, comme on dit, la meilleure étude qu'on peut faire, c'est l'école de la vie. Parce que c'est la vie, justement, qui t'apprend sur le terrain. Ça t'apprend vraiment des choses. Et ça t'enseigne aussi De valeur. pas mal de valeurs. Donc, je suis arrivée au niveau du bac. Après, j'ai fait un parcours professionnel qui ne me correspondait pas. Après, il a fallu aussi que je me réoriente. Mais entre-temps, j'ai eu le père de mes enfants, j'ai eu mes enfants. Chez nous, au Cap-Vert, ça va très vite. Donc, du coup, tu te maries assez vite. Mais c'est après tout ça, c'est après toutes ces épisodes de la vie que j'ai pu après me former et créer mes différentes entreprises. Tu as commencé dans le nettoyage, dans le ménage? C'est ça. Donc, j'ai créé la première entreprise en 2009 qui est Berimbat avec les initiales de mes enfants, Brian, Ryan et Maïva, que je fais un petit clin d'œil. Ça a été mon deuxième bébé. J'ai des enfants, mais l'entreprise me permettait justement de consolider ma vie de mère solo, mais aussi d'avoir une entreprise qui porte des valeurs et pour avoir aussi cette indépendance financière, avoir du temps pour mes enfants. Parce que quand tu sors d'une séparation, tu te dis, il faut que tu concilies justement les deux. Donc, la première année, ça a été difficile, mais la deuxième année, j'ai pu remonter les pentes. Après, j'avais 12 personnes qui travaillaient pour moi. En 2015, j'ai ouvert une autre entreprise plus spécialisée dans le nettoyage qui est Demnet Service. Et après, en 2017, la conciergerie. Ouais, HD Consulting. HD Consulting. Donc là, c'est un service de sur-mesure dédié aux clients qui manquent de temps, qui est actif jusqu'aujourd'hui. En 2019, j'ai... En fait, là c'est de la conciergerie privée, tu organises des voyages sur mesure. Quelles sont les autres prestations de HD Consulting? Alors, HD Consulting, les prestations principales, c'est on s'occupe des clients qui manquent de temps. Peu importe les besoins, enfin, ils ont des besoins, mais ils manquent de temps, mais c'est des clients qui ont un pouvoir d'achat. Donc, ils ont besoin d'un service, d'un accompagnement sur mesure. Donc, on répond à leurs besoins. Ça peut être en matière de voyage, en matière d'achat, en matière de personnel shopper, organisation des événements, recrutement. Voilà, c'est tous les besoins que ça peut être en privé, mais aussi en entreprise. Donc, on accompagne les clients avec un cahier des charges. Ils nous transmettent un cahier des charges et nous, on exécute.
percute, on exécute des choses qu'on sait faire et les choses qu'on ne sait pas faire, on a des collaborateurs, bien entendu, avec lesquels on collabore. Ok, après fondatrice d'initiatives puissantes comme Cabo Verde Business Connect, l'organisatrice du Salon international des entrepreneurs de la diaspora capverdienne et d'autres événements, tu organises également Cabo Verde en scène. En fait, c'est justement ce Cap-Vert que tu as quitté qui te manque tant, même si tu y retournes C'est ça. aujourd'hui pour tes activités, tes activités, c'est faire connaître le Cap-Vert. C'est ça. Alors, dans ma mission, pour moi, l'immigration, encore une fois, je suis très sensible à l'immigration. Je me dis, on peut immigrer quand on fait un choix personnel d'immigrer pour une vie meilleure, ou quand les parents font des choix. Moi, ça a été le cas où ce sont les parents qui ont fait ce choix-là pour moi. Donc, je me sens comme redevable, en quelque sorte, à contribuer pour mon pays que j'aime beaucoup. Donc, j'ai cette possibilité d'avoir cette double culture française capverdienne. Et aujourd'hui, avec les connaissances, mes expériences, les expertises et le réseau que j'ai, donc je me dis c'est tout à fait normal de contribuer pour le Au rayonnement développement. Voilà, voilà. Donc j'ai organisé la première édition du salon Cap-Vert Business Connect, qui est le salon international des entrepreneurs de la diaspora capverdienne. L'objectif, c'est de créer le pont entre la diaspora et le Cap-Vert en matière de formation. Parce que souvent, quand on part au Cap-Vert avec des projets d'investissement, on manque des informations. Donc, du coup, pendant le Covid, donc, on a bien compris que la diaspora avait une forte influence au niveau de nos pays, nos continents et au africains. développement. Ouais. Donc voilà, donc l'idée c'est, j'ai préparé le projet, mais ce projet-là, ça a duré à peu près 10 ans, puisque moi-même, quand j'ai voulu investir en 2014 au Cap-Vert, j'ai rencontré énormément de difficultés. Ouais. Donc je me suis mise à la place de ces personnes et en posant des questions, en faisant des recherches, je me suis dit la meilleure façon de véhiculer en fait des informations, c'est de connecter le Cap-Vert avec sa diaspora et mettre en place un partenariat avec le gouvernement, les institutions, les banques, enfin, les différents acteurs économiques dans un même lieu pour pouvoir véhiculer, rencontrer la diaspora et échanger. Donc, ça a été Et là l'initiative. d'ailleurs, tu as rencontré des hautes sphères qui ont collaboré au projet. Exactement. Donc, c'était la petite fille partie de son petit Cap-Vert qui revient et qui après euh, va dans les cabinets des ministres, etc., pour les convaincre Exactement. de venir à cet événement. Exactement. Donc, je suis partie avec le projet. J'ai pas eu vraiment à les convaincre, hein, parce que ben, après, je pense que quand c'est le moment, c'est le moment. Il y avait Donc, un besoin aussi il y avait de... un besoin. Et donc, quand je suis venue avec le projet, que j'ai présenté le projet au ministère de la communauté, donc il a saisi l'opportunité. Donc, après, avec le ministère, le gouvernement du Cap-Vert, on a mis en place un partenariat, on a constitué une équipe de travail. Et en 4 mois, on a pu réaliser le salon a eu un succès énorme. Ça dépassait même un peu ce que moi je pensais, mais Dieu seul sait pourquoi. Et du coup, toujours dans cette dynamique, j'ai pu organiser l'année d'après Cabo Verde en scène. Donc, Cabo Verde en scène, la mission de Cabo Verde en scène, c'est de promouvoir le Cap Vert à travers les 5 sens. Ouais. C'est toutes les richesses immatérielles et d'abord valoriser le capital humain. Parce qu'on a tendance à oublier l'humain. Donc, il y a l'humain, il y a le robot, il y a l'IA, il y a tout ce qui s'ensuit, mais l'humain est important. Donc, En fait, c'est des événements que tu organises sur un bateau, sur la Seine. exactement. Et là, c'est déjà faire connaître l'histoire du Cap-Vert à ses afro-descendants. Parce qu'on parle du Cap-Vert, mais si on ne connaît pas notre histoire. Et je pense que dans la vie de tout l'humain, arrive un moment, il y a cette question qu'on se dit, qui suis-je? Et là, ça touche vraiment au niveau de de notre identité, notre matrice identitaire. Et si on ne sait pas qui nous sommes, ça veut dire qu'on ne connaît pas, quelque part, on ne connaît pas nos racines. Et les racines, c'est l'ancrage. Donc, c'est connaître son histoire qui crée son identité.
Donc, c'est partir sur un bateau, donc un bateau qui retrace la découverte du Cap-Vert en 1460 jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, donc, on a invité un grand homme, Un historien. un historien qui est consultant pour l'UNESCO. Un clin d'œil, il s'appelle Charles Akibaudet, donc un homme avec, voilà, il y a une valeur, une humilité, enfin, très humain, très discret. Et c'était lui, en fait, c'est lui qui devait venir justement raconter l'histoire du Cap-Vert à toutes les personnes qui étaient présentes. Ensuite, on a fait venir aussi un musicien qui fait un peu des contes à travers ses chansons euh, pour enrichir l'identité musicale, parce que tout est une histoire. Et après, bah, avec la danse, les œuvres d'art, la gastronomie, véhiculer en fait toutes les richesses immatérielles du Cap-Vert à travers les 5 sens et en mettant en avant toutes les îles. C'est vraiment toutes les îles du Cap-Vert. Il y en a 10 îles Dis à tes habitées. clients que tu es, en émission. Et du coup, on va vite conclure sur ça parce que je voulais qu'on parle de Dina Gaps après. Ouais. Donc, Dina Gaps, c'est important en fait, puisque tu accompagnes des femmes en quête de sens vers leur transformation de vie. Tu vas en parler mieux que moi. Et il y a aussi l'association Club des femmes de la diversité. Il reste 7 minutes, donc essaie de bien nous expliquer les accompagnements que tu proposes à ces femmes. Alors, depuis mes 33 ans, bon, je ne vais pas dire l'âge que j'ai reçu comme un appel, une vision, une direction. C'est d'être au service. C'est l'âge de la mort du Christ, non? Oui, mais c'est l'âge aussi de ma renaissance. Comme quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des choses qui doivent se mettre en place. À mes 33 ans, donc, j'ai reçu en fait cette direction. C'est là où j'ai compris, j'incarne vraiment ma mission de vie, c'est d'être au service de mes prochains. Et pour cela, il faut se connaître. Enfin, tu renais de nouveau avec, avec ce qui fait sens pour toi. Et par la suite, après, j'ai pu aussi me former en programmation neurolinguistique pour pouvoir comprendre la manière dont comprendre nos comportements. Parce que en fonction des événements de la vie, on développe des comportements. Ensuite, il y a les émotions, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc, pensée, émotion, comportement. Et je me suis formée en programmation neurolinguistique justement pour pouvoir comprendre et comprendre aussi comment moi, Dina, comment je fonctionnais. Parce que nous avons des croyances limitantes qui nous freinent. Et il y a beaucoup de choses, on se met des barrières, en fait. On se met des barrières pour ne pas aller plus loin. Et donc, je me suis formée. Donc, aujourd'hui, je suis aussi éclaireuse d'âme. J'appelle ça éclaireuse d'âme. Donc, j'ai déjà trouvé la flamme qui sommeille en moi. Et avec cette flamme, j'accompagne les femmes en quête de sens. Les femmes en quête de sens, c'est quoi? C'est des femmes qui ont, sur un point de vue, une vie dont tout paraît bien. Pas une vie d'apparence, mais une vie voilà, qui de l'extérieur, tout est bien. Elle a un bon travail, peut-être une famille, une maison, une voiture, voilà. Tout ce qui est côté extérieur, tout paraît bien. Mais à l'intérieur d'elle, elles ne se sentent pas légitimes, elles ne se sentent pas connectées avec ce qui vibre en elles. Donc, moi, c'est à ce moment-là que j'interviens justement avec ma petite flamme pour aller justement les éclairer à faire un travail, un voyage vers la découverte de soi. Et j'ai mis un programme qui s'appelle 21 jours pour oser être et s'incarner en toute liberté d'être. Donc, c'est un voyage à la découverte de soi pour aller justement travailler toutes ces parts d'ombre et apporter de la lumière et harmoniser tout cela. En 21 jours, c'est possible? En 21 jours, c'est possible. Grâce à Dina? Pas grâce à Dina, c'est grâce à elle. En fait, c'est juste un déclic. Des fois, tu peux faire un accompagnement en quelques secondes. Il y a un déclic qui se fait chez la personne. Après, il y a tout un travail, un voyage justement pour aller travailler, désamorcer, amorcer tout, toutes les parties qui se sentent, comment on appelle ça, qui ne se sentent pas équilibrées. Donc, on apporte de l'équilibre, de l'harmonie pour être. Alors, tu proposes des retraites. Je propose aussi des retraites. Il reste 3 minutes, vas-y. Je propose des retraites. C'est des retraites de reconnexion. Ouais.
Pareil, avec des travaux d'introspection, de méditation, de guidance avec d'autres femmes, d'ancrage et de libération. On va libérer les émotions qui nous empêchent d'être. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'elles te disent, les femmes, au sortir de ces retraites? Métamorphose, le mot, c'est une métamorphose. Donc, ça permet justement à ces femmes, mais j'ai aussi des hommes, hein. Ça permet à ces femmes justement d'identifier les blessures, de travailler ces blessures et d'accepter. On accepte ce qui ne nous appartient pas, on lâche prise, on pardonne, on se libère, on se réincarne. Ça doit être fort quand même, ces moments de retraite. C'est une renaissance. Ça doit être fort en émotion. Ah oui. Ça doit pleurer. Exactement, oui. Ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, mais c'est des pleurs de joie, de retrouvailles. Et c'est quand les prochaines retraites? Entre novembre et décembre. D'accord, ok. Où pour l'instant, j'ai pas encore les lieux. Ouais. Le dernier, c'était au château de Fontainebleau. Ouais. Le prochain, on essaye de toujours connecter à la nature. D'accord. Il reste 2 minutes. Comment tu as envie de conclure? Où est-ce qu'on te retrouve? Si on veut service de conciergerie, si on veut découvrir le Cap-Vert à travers Cap Ouvert des Seines ou Business Connect, si on est Cap-Verdien, qu'on veut rejoindre l'aventure, si on veut suivre ton actualité, si on veut être accompagné par Dina Gaps, où est-ce qu'on va? Alors, HD Consulting, la conciergerie, vous avez un site internet et les pages sur les réseaux sociaux, HD Consulting Paris. En ce qui concerne Cap-Vert Business Connect au Cap Ouvert dans Seine avec le logo de Seine, les pages pareil sur les réseaux sociaux. Dina Gaps sur les réseaux sociaux avec un site internet aussi. Dina Gaps, donc guide pour l'accomplissement personnel et spirituel. Et enfin, Club des femmes de la diversité, qui est l'association qui accompagne les porteurs de projets vers l'entrepreneuriat pour pouvoir acquérir cette indépendance financière et être aussi au service, partager leur savoir-faire, leur expertise. C'est Club des femmes de la diversité. Et je lance une invitation. Demain, samedi 28, nous aurons une journée portes ouvertes où ce sont nos femmes du Club de la diversité qui va se mettre en scène justement pour parler de leur business, de leur savoir-faire, de leur expérience, de leurs difficultés et pourquoi elles en sont arrivées à là et pourquoi elles ont choisi d'adhérer au Club des femmes de la diversité. Juste une phrase de conclusion ou un mot ou quelque chose, un mantra, quelque chose pour terminer. Un mantra. Je suis celle que je suis, nous sommes celles que nous sommes et incarnons notre mission de vie. Et merci, gratitude Aïssa pour l'opportunité de me faire parler et continuer à œuvrer, continuer à incarner ta mission de vie. Le peuple compte sur toi, on compte sur toi. Merci ma chérie. Super conclusion, je suis très heureuse de terminer cette saison, cette belle aventure. Merci à Lamine Guérassi, à toute l'équipe de Espace TV Europe pour la confiance. Voilà, bon, on se quitte, je vous embrasse, bon week-end, à bientôt. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.